Donc oui, aujourd'hui, pour blague à part, quel est le sujet du jour? On ne va pas faire un débat, on va pas faire le débat en lui-même vraiment entre Nikola Jokic et d'autres potentiels candidats. Éventuellement, il paraît que ça existe. Mais non, aujourd'hui, on voulait surtout avoir une discussion un peu Inception, une discussion sur la discussion MVP. Justement, il y a plein de petits sujets qu'on voulait un peu aborder, un peu pêle-mêle, comme on dit. Donc, à la fois, on va revenir... Enfin bon, pour dire un peu dans l'ordre, au début on a quelques thèmes un peu majeurs comme le problème de définition du trophée, le problème un peu de la tactique, ou est-ce que la tactique s'invite dans le débat ou pas, évoquer aussi peut-être quelques réflexions, quelques problèmes sur le système de vote en lui-même ou le système de remise de trophées en lui-même, peut-être, on verra. Et à la fin, on fera un peu ce que je pense beaucoup de monde attendent de nous, c'est-à-dire on prend certains arguments sur lesquels on n'est pas d'accord et on essaye un peu de réfléchir dessus et de dire qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire à la place ou qu'est-ce qui parfois n'est pas un bon argument. C'est vrai qu'il y a beaucoup ça part un peu dans tous les sens sur le débat du MVP, donc ça peut valoir le coup de prendre le temps de faire ça. Programme très chargé, Antoine. Est-ce que tu es prêt? Tout simplement. Comme je te dis, je fatigué mais prêt. T'es sur les starting blocks. Oui, alors justement pour te lancer, puisque c'est toi qui voulais un peu en parler surtout. Pour commencer, il y a un peu ce vrai et faux problème de la définition du trophée de MVP. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça, tout le monde le dit un peu. Il n'y a pas de définition claire pour le trophée de MVP. Du coup, ça laisse un peu une certaine ambiguïté. Et je sais que toi, tu n'es pas forcément d'accord avec ce côté, c'est trop flou et c'est trop ambigu et c'est pas assez précis. Tu vois, j'exclus pas que sur ce point de vue-là, c'est peut-être moi qui ai un manque d'ouverture sur la question, mais je sais que depuis que je suis à NBA, on cite toujours ce problème que sur le MVP, il n'y a pas de définition vraiment claire, donc ça laisse, on va dire, toutes les interprétations possibles. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment convaincu, dans le sens où, pour moi, je veux dire, alors, je vais donner ma définition de MVP. Pour moi, le MVP, c'est le meilleur joueur de la saison régulière. Ce que j'entends par là, c'est celui qui a le plus contribué à faire gagner son équipe sur la saison. Toi, tu prends le sens littéral de valuable, presque. Oui, mais au final, peu importe ce qu'on... Oui, si tu veux, quoi. Mais c'est pas... pour moi, c'est pas celui qui a eu le meilleur pic dans la saison, c'est celui qui a le plus apporté, mais parce que voilà, on parle d'une saison régulière, il y a 82 matchs, et pour moi, c'est le meilleur joueur sur les 82 matchs. Quand on parle du MVP des finales, on parle pas de celui qui a eu le plus gros pic sur l'ensemble des 4, 5, 6 ou 7 matchs des finales, quoi. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que... Alors déjà, s'il y aurait pas de définition, on s'attend à quoi en définition? Il faut avoir telle note... il faut avoir gagné tant de matchs avec son équipe, il faut avoir fait tant de points. On sent rapidement que si on va faire une définition, en fait, il y a rien qui est vraiment satisfaisant là-dessus. Ou du moins, on reviendra à des trucs qui seront encore plus problématiques que s'il n'y en avait pas. Et ce que je veux dire, c'est que là, la définition que je viens de citer, soyons clairs, elle a beau être simple, c'est extrêmement compliqué d'y répondre. Voilà, c'est pas parce qu'en fait, il n'y a pas de définition, ou qu'il y aurait une définition que tout d'un coup, ah oui, ça serait simple de savoir en fait qui est le meilleur joueur sur l'ensemble d'une saison régulière. Oui, tu veux dire la problématique, elle est simple, mais elle est tout de même difficile à résoudre. En fait. Exactement, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que en fait derrière cette complexité de en fait savoir sur un nombre impressionnant de matchs dans 30 équipes différentes avec des rôles, des responsabilités différents et tout, savoir qui est le meilleur. Oui, ça demande de grandes connaissances, ça demande un temps d'investissement qui est important, ça demande plein de questions théoriques qui à la fin finissent par une certaine subjectivité qui finit à un moment ou à un autre par arriver. Mais voilà, pour moi en fait c'est quelque chose qui est inhérent à de savoir dans un sport collectif, et comme je dis, sur un échantillon en plus qui est vraiment très long, de savoir qui a été le meilleur sur cet ensemble-là, quoi. Et ce qui fait que, voilà, pour moi, dire, ah oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition. Encore une fois, c'est, donnez-moi des exemples de ce que vous voudriez en définition, et que j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous cachez en disant, pour moi, c'est un problème de définition, c'est souvent, en fait, ça sous-entend derrière, ah oui, c'est difficile de savoir quel est vraiment le meilleur joueur d'une équipe, et que le coup oui, mais il faudrait être dans les 2 ou 3 premiers au bilan collectif, puis être dans les meilleurs scores. Puis
on sent que rapidement, en fait, on est obligé de rajouter des critères, et qu'à la fin, en fait, non, oui, ça devient compliqué, qu'on peut pas se limiter seulement à 2, 3, 4, 5, même 10 critères, quoi. Et on arrive sinon sur des débats, oui, mais si c'est les bagues, Robert Horry en a plus qu'un tel. On simplifie beaucoup trop d'une question qui est fondamentalement très compliquée, même si simple à poser, quoi. Oui. Alors après, pour me faire un peu l'avocat du diable des gens, de ce mode de pensée, de dire que c'est un peu trop ambigu, il n'y a pas de critères, ce qui est factuellement vrai, il n'y a pas de critères, il y a juste qui est le most valuable, la NBA ne donne pas de critères, et c'est vrai que sans doute que pour beaucoup, la réflexion qu'il y a derrière il n'y a pas de critères, et cette ambiguïté, c'est par exemple, sur des cas un peu extrêmes, de nombre de matchs, de présence, de minutes sur le terrain, et comme je dis, ça se voit surtout sur des cas très atypiques du genre la saison rookie de Joel Embiid où il fait une 30aine de matchs. Qu'est-ce qu'on fait de ça par rapport à Malcolm Brogdon qui en fait 70 ou 80, je sais plus, mais voilà, ce genre de cas atypique, on n'a pas de définition, il n'y a pas de critères à proprement parler pour le rookie de l'année de nombre de matchs. On a un peu le cas cette année avec le défenseur de l'année, avec Jaren Jackson. La question du temps de jeu et des minutes est pas non plus très claire. Est-ce qu'on est censé récompenser le joueur qui, quand il est sur le terrain, il est le meilleur, ou alors est-ce qu'on est censé récompenser la valeur cumulée, tout le débat de la centaine qu'on a fait l'été dernier. Mais il y a un peu ce côté-là, minutage, nombre de matchs. Tu vois, pour moi, c'est la valeur cumulée. Il n'y a pas de question à avoir. Et tu vois, d'ailleurs, en fait, quand on arrive au nombre de matchs, et justement, c'est tout le débat qui est apparu suite au nouveau CBA qui est arrivé récemment, qu'il faudra un nombre de matchs tranchés. Ouais. Et ça peut pas marcher, le nombre de matchs tranchés, parce que forcément, il y a quelqu'un qui va avoir 64 matchs, qui aura fait une saison extraordinaire, que les concurrents seront un peu moyens et qu'on pourra pas lui donner parce que, ah oui, en fait, on a mis une barrière à un certain nombre de matchs précis, quoi. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose qui sous-value un peu dans, c'est, comme je dis, est-ce que on doit vraiment appliquer une règle de 3 derrière? Ça, j'en sais rien. Mais encore une fois, en fait, c'est juste compliqué. Oui, quand on commence à voir, tu vois, tu parles du temps de jeu différent. Mais en quoi, en fait, on va dire imaginons, on résoudrait ça. En quoi, derrière, ça veut dire que si je compare des rôles différents, des responsabilités différentes, dans des contextes différents, alors ça, pour le coup, ça serait simple. Oui, non, oui, exactement. Oui. Du coup, je comprends sur l'idée des temps de jeu, mais c'est parce que, oui, là aussi, en fait, ça fait partie des questions qui sont compliquées. Et même moi, je me rappelle les dernières années, il y a des moments où, tu te dis, oui, mais lui, en termes de pic, sur le moment où il était là, il a été plus fort. Et zut, il a presque 1000 minutes de moins que l'autre. Et que là, t'as l'impression que t'es obligé un peu, de pondérer. Et comme je dis, est-ce que tu fais simplement une règle de 3? Est-ce que t'en fais pas? Ça, je sais pas, parce qu'en fait, derrière, ça amène plein de petits débats sous-jacents derrière. Parce que, oui, mais quand le joueur est pas là, qui est sur le terrain à ce moment-là, et que, mine de rien, quand le joueur est pas là, c'est aussi une place qui est prise dans la masse salariale. Et du coup, en fait, c'est pas juste le joueur qui est pas là, c'est aussi, des alternatives qui ne sont pas là parce que dans la masse salariale, on n'a pas pu aller la dépenser sur un autre joueur. Ça pose plein de sous-questions comme ça. Et pour moi, voilà, la preuve, la NBA a amené un critère clair. Et on voit bien que ce critère clair, il est clairement pas satisfaisant par rapport, en fait, à la question en soi, de qui serait le meilleur joueur sur la saison régulière. Ouais. Alors, quand je précise, mais quand tu dis règle de 3, c'est par exemple quelqu'un qui serait avec une note de 97 sur 100, mais qui a joué 50 matchs, contre quelqu'un qui a une note de 80 sur 100, mais sur 80 matchs. La règle de 3, est-ce que ça, sur 50 matchs, ça vaut plus que un tel un peu plus moins fort sur plus de matchs? C'est un peu ça, ce côté règle de 3. C'est ça, ouais. C'est un peu exactement ce que j'ai utilisé sur la centaine, encore une fois. donc effectivement. Mais non, mais je dis ça aussi, pourquoi je me faisais l'avocat du diable de ce côté ambiguïté et pas d'argument. Je pense que beaucoup de gens partent un peu de ça, ce qui est quand même plus ou moins vrai. Après, comme tu dis, il y a d'autres problèmes aussi, il n'y a pas que celui-là qui est ambigu, mais en tout cas, ce côté, il n'y a pas de critères pour le nombre de matchs, le nombre de minutes, c'est vrai que factuellement, oui, il n'y a pas ça, mais peut-être le danger aussi, et ce que toi tu aimes encore moins, et ce que tu dénonces aussi, c'est que de ce manque d'ambiguïté sur des critères concrets, de matchs, minutes, etc., il y a un peu ce côté de on va étendre ça à puisque c'est ambigu, étendons l'ambiguïté, et finalement du coup on en fait que comme il n'y a pas de critères,
On peut étendre ça et en fait chacun peut avoir un peu ses critères qu'il veut et décider comme il veut et mettre la définition qu'il veut derrière le mot de valuable ou derrière le trophée, et que finalement voilà, de base ça pourrait être un combat légitime de bah oui mais il faudrait essayer de faire des critères de match et de minutes, mais finalement ce qui est un peu plus dérangeant c'est qu'on extrapole à partir de ça et on se dise bon ben en fait vu que c'est pas parfaitement précis et parfaitement parfait, ben, c'est complètement ambigu et donc c'est totalement subjectif. C'est un peu ça aussi l'abus qui est un peu dommage, quoi. Moi, ça, c'est une fausse excuse. C'est un échappatoire, en fait, à la complexité. C'est ça, ouais. C'est là, on va dire, de mes reproches qui régulièrement... C'est ça que, par exemple, désolé, je vais peut-être un peu court-circuiter des éléments dans ton plan. Non, vas-y, mais vas-y. Souvent, en fait, par exemple, tu vois, sur le MVP, ce qu'on va donner comme les critères un peu historiques, c'est le bilan de l'équipe et un peu les stats bruts. Je pense, et bon bah oui, un peu aussi quand même la présence sur le terrain, quoi. On va dire c'est un peu les critères historiques. Et s'ils sont mis en historique, c'est pas pour rien. Si on se met dans la peau d'un voteur des années 70, d'un votant, pardon, un votant, ouais. des années 70 ou 80, bah en fait, comment vous pouviez faire pour décerner, quoi? C'était quoi vos critères? Parce qu'en fait, hormis les joueurs qui jouaient dans la ville où vous étiez journaliste, bah les autres, vous les voyez combien de fois? Au mieux 6 fois à l'époque, et peut-être même déjà encore moins. Remarque, non, oui, c'est les équipes de haute division, mais peut-être vous les jouez peut-être 6 fois. Donc en fait, bah, vous aviez un échantillon très court pour voir les autres joueurs, et du coup, bah en fait, vous aviez peu d'éléments en dehors justement du box score, de savoir l'équipe où est-ce qu'elle avait performé, et en effet, des quelques duels qui soit devaient passer à l'antenne nationale, soit justement c'était je sais pas, vous étiez un journaliste à Chicago, l'équipe venait jouer à Chicago, donc vous pouviez vous faire une idée du joueur en tant que tel, quoi. Et c'était tout ce que vous aviez, quoi. Et on sent qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de personnes, il faudra garder ces critères à une époque où on a un nombre, pour le coup on peut voir tous les matchs, ils sont tous accessibles, alors non, techniquement on n'a pas le temps pour les voir tous, mais si on voulait si on veut voir, je sais pas, tout d'un coup on se dit j'ai envie de voir les 80 et quelques matchs de Nikola Jokic, il y a à disposition, il faut payer une petite somme et être prêt à voir tous les bugs qui vont avec, mais il y a le League Pass qui est là, il y a même des moyens un peu moins légaux mais qui sont là aussi. Sur les statistiques, en dehors du box score, on a plein d'éléments. On a, même si vous voulez vous renseigner sur tel ou tel point que vous comprenez pas trop tactiquement, bref, aujourd'hui sur le net, vous avez une mine d'informations qui est extraordinaire et qu'on peut pas aujourd'hui se résumer à ces critères historiques qui étaient historiques parce qu'en fait c'était ça faute de mieux, quoi. Et pour moi, du coup, les gens qui utilisent encore ces critères historiques, je trouve que c'est un peu de la flemme parce que c'est oui, en fait en très peu de temps, on peut se faire un avis sur qui est le MVP. Mais pourtant, si je demande, oui, d'accord, mais je sais pas, défensivement, tu le trouves comment? Et surtout, tu le trouves comment dans le contexte collectif de cette défense-là? Et du coup, comment la majorité des équipes défensivement décident de le jouer? Et là, tu seras pas capable de répondre. Alors pourtant, c'est quand même pour moi quelque chose d'essentiel pour savoir si un joueur a été bon, c'est de savoir ce qu'il a fait quand même de l'autre côté du terrain, la moitié du temps, comment il a été. Et si t'es pas capable de répondre à cette question, c'est embêtant de se sentir capable de répondre à la question du MVP en tant que tel, quoi. Et c'est là qu'on arrive vers le sujet qui me gêne, qui est celui de l'élitisme, et où c'est là où j'ai l'habitude de dire, on n'est pas tous là à la NBA pour regarder la même chose. Et pour le trophée de MVP, je comprends qu'on a envie de donner son avis pour le fun, parce que c'est rigolo et tout, mais qu'on sent bien que très vite sur la MVP, la discussion ne devient plus fun du tout. C'est plus juste pour s'amuser, machin et tout. Non, ça devient très vite sérieux. Et qu'on a envie de dire, quitte à ce que ça soit sérieux, autant que ça soit bien fait, quoi. Et là-dessus, ça me gêne un petit peu que, clairement, aujourd'hui, si on garde les critères historiques, ou comme tu dis, si on dit oui, mais moi c'est pour revenir à ce que tu disais, je finis ma longue parenthèse sur oui, mais moi c'est mes critères à moi. Non, savoir qui est le meilleur, ça demande des recherches, ça demande du temps et ça demande d'être capable d'expliquer. Je veux dire, les yeux fermés. Si tu me dis Nikola Jokic est meilleur que Joel Embiid, on va peut-être le faire plus tard. Mais oui, je veux que tu sois capable de me dire, ok, défensivement, les deux,
comment ils ont évolué, dans quel système ils ont évolué, quelles étaient les forces et les faiblesses de ce dernier, et comment tu pondérerais les deux derrière, quoi. Ouais. Et si tu te sens pas capable de répondre à la question, c'est peut-être qu'en fait, cette question-là, c'est peut-être que c'est difficile de donner vraiment un avis sérieux derrière sur répondre à qui est le meilleur joueur entre les deux. Oui, non, mais c'est ça. Et par rapport à ce que tu dis aussi, le côté on a toujours fait comme avant, alors qu'en fait on était un peu limité avant. Donc avant c'était pas un choix, quoi. Il y a un peu, on veut respecter une tradition, donc on fait comme on a toujours fait avant, alors qu'en fait avant on n'avait aucune ressource et aujourd'hui on a un nombre de ressources illimitées en termes de connaissances, en termes, comme tu as dit aussi, de voir les matchs, tout simplement. Et c'est un peu comme, analogie un peu nulle, mais c'est un peu comme si aujourd'hui tu t'éclaires à la bougie parce qu'avant on faisait comme ça, quoi. Enfin, tu peux, hein, mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire avec mon analogie totalement nulle, quoi. Oui, non, mais les traditions, des fois, sont complètement légitimes, mais il faut si on les interroge et qu'on sent qu'on n'a pas de bonne réponse derrière, en général, c'est pas bon signe, quoi. C'est ça, ouais. Surtout si derrière, Mais c'est vrai que tu vois, j'y avais jamais pensé, mais quand tu l'as explicité, tu parlais des années 80, mais même avant, c'est vrai que les votants avant, parce que la NBA, toi en plus tu t'y connais un peu sur ce côté développement de la ligue en elle-même, à proprement parler, les matchs accessibles, c'est quelque chose qui, à l'échelle de l'histoire de la NBA, est très récent. Et pourtant, on a des votes de NBA, de MVP et de trophées qui remontent aux années, au tout début de la ligue. Donc ça veut dire que années 50, 60, 70, presque 80, on avait quand même beaucoup de votants qui ne voyaient pas forcément une grande quantité de matchs, quoi. Et ça, il faut aussi s'en rendre compte, quoi. Tu peux même, pour moi, pousser pas mal plus loin, quoi. Aujourd'hui, on se rend pas compte. Pour tous ceux qui sont arrivés en NBA de la génération un peu 2010, qu'on commençait à suivre par là, ouais. C'est, je veux dire, même dans les années 2000, ok, il y avait beaucoup de matchs qui étaient retransmis, mais tu choisissais pas tes matchs, hein. Et qu'en antenne, on va dire nationale, alors en plus, il y a le décalage après de ce qu'il y avait aux États-Unis et de ce qu'il y avait en France, mais il y avait, je serais pas capable de dire combien il y avait de matchs en antenne nationale aux États-Unis dans les années 80 et 90, donc en dehors de ce que vous pouviez voir localement. Et je sais même pas s'il y avait des chaînes locales, à vrai dire. Dans les années 80, je pense pas. Elles ont bien pas dans les années 90, j'imagine. Donc, oui. Alors après, dans les années 50, 60, c'était les joueurs qui votaient. Puis après, on est passé aux journalistes. Oui, tu fais bien de le préciser, c'est jusqu'à Karim Abdul-Jabbar, années 70, que c'était les votants, c'était les joueurs qui votaient. Je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, je crois que quand Rick Barry, là, dans les années 75, tout le monde dit, heureusement qu'il y a les journalistes, parce que sinon, il y a aucune chance que les joueurs aient voté pour Rick Barry. Pas pour une question de talent, mais parce que la personne était peu appréciée. Mais oui. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est évident que, pour moi, faut pas remonter à un passé aussi lointain que, il y avait pas tant d'éléments que ça à se baser pour, on va dire, donner le trophée de MVP parce que on n'avait pas on va dire, le côté inondé de données comme on peut l'être aujourd'hui, quoi. Oui, mais c'est ça aussi que je voulais préciser, c'est que on parle même pas juste le fait d'avoir des analytics et des plein de trucs comme ça, des stats en tout genre qui nous aident un peu mieux à comprendre ou à mesurer certaines choses sur le terrain. Il y avait même un accès très simple au match qui était limité pendant très 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 longtemps, quoi. Et même quand c'était les joueurs qui votaient années 60, même les joueurs, les joueurs aussi, pas comme les journalistes, ils n'avaient pas accès à beaucoup de matchs. Alors ils jouaient contre les mecs, ok, mais voilà, on sait en plus que les joueurs qui votent, il y a toujours des difficultés dans le processus de neutralité. Mais bref, il y a ce côté, donc le premier point, le vrai faux débat un peu, comme tu disais, de finalement, en fait, la question est difficile à répondre, mais la problématique est tout de même assez simple. Elle est moins ambiguë sans doute que ce qu'on parfois on veut nous dire, mais il y a aussi un côté que tu as évoqué, le côté élitiste, et c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce problème en fait, on n'a pas tous le même mode de consommation de la NBA, et on dit ça parce que nous, on essaie un peu de creuser un peu loin, on essaie un peu de disséquer le jeu, on essaie de se plonger dans les stats quand il y a besoin, etc. Mais c'est vrai qu'on a aussi toujours un peu cette dualité, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais parfois ça se croise pas bien parce que certains aiment bien aussi juste profiter de la NBA pour se caler juste en tant que produit de consommation. Et donc c'est peut-être un peu comme ça qu'on a parfois deux mondes qui s'affrontent et qui se comprennent pas très bien, quoi. Oui, et tu vois, même pour le côté élitiste, j'ai pas envie en plus de dire que, tu vois, il y a
il y a notre camp, il y a le camp des autres, parce que C'est ça, ouais. clairement, je suis assez certain que malgré tout ce que j'ai pu lire, euh, je, je pense que je serais incapable de tenir 1 minute face à des vrais coachs NBA dans ce qu'ils peuvent proposer, disséquer, analyser derrière. Euh, il y a... Peut-être Bickerstaff, non? Mais tu vois, même ça, en fait, je me demande à quel point c'est... En fait, un coach, il y a plein d'enjeux derrière qui arrivent et qui font que à quel point, en fait, ton système, c'est juste de laisser, on va dire, un peu la sauce prendre naturellement, de laisser les joueurs donner cette liberté, ce qui fait que tu es apprécié par le vestiaire, ce genre de choses et tout, et que ça peut bien marcher et créer une sorte de bonne dynamique. Alors les autres, surtout en Europe, par exemple, où le coach a un statut beaucoup plus important, de ne pas hésiter à mettre les joueurs sur le banc, à essayer plein de choses différentes, parce que même si ça marche pas, les joueurs, on va dire, vont toujours quand même essayer d'exécuter derrière, là où en NBA, tu pourrais les perdre. Mais voilà, je veux dire, vous allez suivre les vidéos de la FIBA, où vous avez un certain nombre de coachs NBA en plus, qui sont passés et qui pendant 1 heure, ils dissèquent je sais pas, une certaine défense sur pick and roll, un certain... Ouais. Et là, vous verrez que, ah oui, ok, d'accord, ça... Oui, c'est des vidéos uncut de 1 heure ou 1 heure et demie, et le mec, parfois c'est Thibodeau, parfois c'est un mec comme ça qui te parle pendant 1 heure et demie de la couverture en ice, par exemple, C'est ça, ouais. et c'est vraiment, voilà, 1 heure et demie d'affilée, quoi, donc... Et là, vous verrez des nuances où même si vous comprenez ce qu'est une défense en ice, c'est vraiment du placement des pieds, des appuis, du niveau sur le terrain. Si le joueur est juste là, il faut peut-être descendre un peu plus. Bref, un degré de détail que des fois, en fait, on a du mal à imaginer. Et si je fais cet aparté, c'est juste pour dire que voilà, c'est pas nous on aurait la bonne parole parce que sans doute face à des coachs, notre parole pourrait être, on va dire, complètement ridiculisée. Et c'est pour ça aussi que au-delà du côté, comme je disais, je séparais le côté fun du côté sérieux. Je pense qu'aussi après dans le sérieux, c'est là où ce qui est des fois plus important, c'est on va dire votre méthode plutôt que votre avis en tant que tel. Parce que cette méthode-là, vis-à-vis parfois des personnes qui connaissent un peu moins, elles vont trouver ça très intéressante, elles découvrent ça, elles vont essayer de comprendre le truc et dire oui, il a pas tort. Mais plus tard, quand il y a, je sais pas, une nouvelle notion qui apparaîtrait, ça permettrait de remettre en cause cet avis qui était dans le passé, quoi. C'est pour dire que je suis sûr que typiquement en 2015 ou 2016, j'étais des fois assez certain de mes avis sur le MVP. Je les reverrai aujourd'hui. Je pense que je serais assez critique de l'avis que j'avais pu avoir à l'époque où pourtant, je veux dire, les couvertures défensives sur le pick and roll, dans les grandes lignes, je les avais, quoi. Ouais, tu dis 2015-2016, mais tu peux pousser jusqu'à 2017, quand même. Mais tu pourrais, je veux dire, en fait, tu trouveras toujours meilleur que toi, mais ça veut pas dire qu'à ce moment-là, ce que tu dis, c'est faux. Il faut juste attendre un peu ce qui se fait dans le domaine scientifique, que ça puisse, on va dire, vraiment faire sens sur le moment, mais en avançant dans le temps, en gagnant en connaissance, être un peu plus nuancé, un peu plus remis en cause, quitte à changer d'avis derrière, quoi. Et c'est là, encore une fois, c'est le procédé, c'est vraiment les arguments qui sont mis derrière, qui en réalité sont plus intéressants parce que c'est eux qui vont faire foi pour dire tel ou tel joueur est meilleur, et que si derrière tu viens remettre en cause un de ceux-là, que tu puisses derrière modifier ton avis, et pourtant à l'époque t'en semblais assez sûr. Et c'est là aussi où des fois il faut avoir cette ouverture d'esprit de dire peut-être qu'il y a certaines choses que je ne vois pas, mais aussi c'est comme pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas la porte ouverte à la subjectivité non plus. Non, il faut être capable de l'argumenter derrière, quoi. Après, il y a peut-être du coup une question qu'on peut traiter maintenant, un peu dans la transition est parfaite, mais je pense qu'on va pas non plus passer beaucoup de temps. Mais on peut aussi se poser la question de, ok, il y a un peu ce côté élitiste malgré nous, alors chacun consomme la NBA comme il veut, voilà, effectivement. Mais il y a un peu ce côté, non, mais il faut axer sur l'analyse, il faut axer sur le jeu, sur le terrain, et on va en parler. Mais au final, est-ce que le MVP, je te pose la question, est-ce que le MVP a forcément besoin d'être strictement une récompense de l'aspect sportif et quelque chose de lié au jeu? Et est-ce qu'on pourrait pas aussi admettre que ça reste aussi un symbole, le MVP, et est-ce que ça n'a pas aussi vocation à capturer
une certaine empreinte sur le moment, des éléments de storytelling, de narratif. Voilà. Est-ce que vraiment, nous, on défend un peu ça, c'est un peu, on défend notre paroisse de, mais non, mais il faut baser ça sur le jeu, sur l'analyse, sur les arguments, etc. Mais est-ce que finalement, le MVP ne pourrait pas aussi englober un certain aspect narratif, si tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, qu'on arrête de dire que, on casse la définition de dire que le MVP, c'est le meilleur joueur de la saison régulière. Oui. Parce que, clairement, si tu amènes du narratif dedans, on va dire un côté symbolique ou, c'est des fois ce qu'on voit comme argument. Oui, mais quand je me rappellerai de la saison 2022-2023, c'est tel joueur qui me reviendra en tête, quoi. Oui, non, mais ça n'a rien à voir avec de savoir qui est le meilleur ou pas sur le terrain. Donc, si tu commences à l'inclure dans la définition, c'est qu'en fait, la définition est plus bonne et que derrière, ok, c'est peut-être là où il y a le côté de la définition de la MVP et que je suis pas assez ouvert, et qu'il y aurait plusieurs définitions possibles. Mais à ce moment-là, soyons clairs et nets et précis dès le début, votre MVP n'est pas, peut-être qu'il l'est, peut-être que beaucoup de bol, ça tombe bien avec le joueur qui aura été le meilleur de la saison régulière, mais votre MVP ne veut pas dire que c'est forcément le meilleur joueur de la saison régulière, parce que les critères que vous commencez à incorporer n'ont rien à voir avec ça. Ouais, donc tu réponds non, c'est pas forcé qu'il y ait que de l'aspect sportif, mais en fait tu réponds oui quand même. C'est vrai, voilà, quoi. Si, je veux dire, le meilleur joueur de la saison régulière, pour moi, c'est, alors, comme je dis, je suis peut-être pas, je suis peut-être assez fermé, j'ai mes œillères, mais pour moi, oui, c'est un critère qui est uniquement sportif. Et qu'après, ça commence à être le joueur symbolique de la saison. C'est pour ça que des fois, certains voudraient le most outstanding player, comme on a en NCAA, par exemple. Mais voilà, du coup, faites vos MVP, mais venez pas me dire que ça veut dire que votre joueur, c'est-à-dire vous êtes dans un procédé qui cherche à déterminer qui est le meilleur joueur de la saison. Non, c'est plus le cas, quoi. Tu sais que la NFL, ils ont fait, il y a le MVP et le joueur offensif de l'année, sachant que c'est jamais un défenseur qui est MVP, donc en fait c'est une manière de récompenser deux joueurs. Mais non, mais sur ce côté symbolique, tu dis certains prennent l'argument de oui, mais il faut inclure ce symbole parce que on a envie de se souvenir que telle année, quand on regarde le palmarès, il faudra qu'on se souvienne de ça et ça. C'est vrai qu'en 1962, Bill Russell a été élu MVP. Personne ne se souvient que Will Chamberlain, cette même année, a fait une saison à 50 points de moyenne. Et personne ne se souvient qu'Oscar Robertson a fait une saison en triple-double de moyenne. Tout le monde l'a oublié, on est bien d'accord. Là, du coup, tu me tends la perche. Je vais être vers une autre chose qui me gêne terriblement dans les débats qui sont autour du MVP. C'est un certain retournement de logique où, pour beaucoup, parce que apparemment il y a que ça qui compte depuis quelques années, c'est de savoir qui sont les meilleurs joueurs de l'histoire. Ouais. Et que du coup, en fait, oui, souvent, si vous avez gagné un MVP ou plusieurs MVP, effectivement, il y a une bonne corrélation avec le fait que vous soyez assez haut si vous vous amusez à faire ce genre d'exercice dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est effectivement, je pense qu'il y a plutôt une bonne corrélation. Mais du coup, pour certains, en fait, on en est arrivé à inverser le rapport où mais du coup, en fait, si vous avez tant de MVP, ça veut dire que vous seriez à telle place dans la hiérarchie historique et que non, en fait, ça peut pas. Voilà, si on l'a beaucoup entendu cette année, si Jokic aurait 3 MVP d'affilée, ça le mettrait dans la même case que Larry Bird, que Bill Russell et je ne sais plus qui. Non, c'est pas. Harden. Nash. Ça compte aussi. Et ça, pour moi, c'est non. Je veux dire, voilà. Si vous commencez à entrer dans un genre de logique, d'une fois de plus, vous vous écartez de la logique où le MVP représenterait le meilleur joueur de la saison régulière. Oui, tu veux dire, il y a ce côté avec Jokic qu'on a vu beaucoup cette année mais non, mais il peut pas le gagner parce que s'il le gagne, ça veut dire qu'il aurait 3 MVP d'affilée, ce serait au même niveau que Bill Russell et que Larry Bird. Ça n'a rien à voir, en fait. Si Jokic a vraiment été le meilleur joueur sur ces 3 saisons-là, il a été le meilleur joueur, en fait. Après, est-ce que ça veut dire que oui, c'est ça, voilà. Il est aussi bon que Bird? Non. Ça c'est vous. Parce que vous êtes incapable à des moments, en fait, d'avoir l'avis sur le joueur en lui-même, que vous devez vous servir de sa page Wikipédia, de ses trophées, individuels ou collectifs, pour savoir si le joueur est bon ou pas.
Mais derrière, si je vous demande de savoir, avec ballon, sans ballon, défensivement sur le ballon, défensivement du ballon, comment il est, très rapidement, en fait, il n'y a plus personne. Et ça peut pas marcher comme ça, en fait, quoi. Oui, en fait, comment dire, déjà, il y a un premier biais dans ce processus, dans ce raisonnement, qui est que tu compares déjà Jokic en milieu de carrière à l'aura et le charisme de Larry Bird qui a fini sa carrière et qui est devenu une légende, etc. Donc déjà, ça c'est bon, c'est pas très juste, hein, parce qu'il y a un peu un biais de ce côté-là. Tu compares Jokic en cours contre la carrière déjà finie, déjà racontée 1000 fois, etc. de Larry Bird. Donc ça c'est le premier truc. Mais effectivement, comme tu dis, le deuxième, c'est surtout tu parlais d'inversion, c'est totalement ça. C'est plutôt que de se dire on donne sportivement et ensuite on fera le bilan. Maintenant c'est ben non, il peut pas l'être parce que si on lui donne, il aura ce tel bilan. Et c'est un peu, enfin c'est exactement alors je sais jamais la loi, mais c'est quand l'objectif, la loi, la règle en statistique, quand un objectif, du coup je l'ai perdu. C'est quoi? C'est Goodhart. Ouais, c'est ça. Ouais. Raison, Goodhart, c'est ça. Et qu'à chaque fois j'ai, mais là d'un coup j'ai perdu. Mais quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'avoir sa valeur de mesure. Et on est un peu là-dedans, en fait. Exactement ça, oui. C'est exactement ça. Tu vois, la première fois que j'avais vraiment entendu cet argument, c'était en 2008, où il y avait le duel entre Kobe, LeBron et Chris Paul pour le MVP. Et il fallait le donner à Kobe parce que sinon, il n'aurait jamais de MVP, quoi. Une sorte de, je sais pas, de consolante de MVP pour le... Et je dis pas que Bryant l'avait pour ça, mais c'est un argument qu'on avait beaucoup entendu à l'époque, quoi. Et d'ailleurs, du coup, Chris Paul finira sans doute sa carrière sans MVP, d'ailleurs, au passage. Mais on sent bien que là, encore une fois, on s'écarte du domaine purement sportif, où on veut attribuer une symbolique derrière, et comme on n'imagine pas qu'un joueur puisse être aussi fort et sans avoir de MVP, on finit par lui donner. Donc, en fait, vous parlez plus du tout de ce qui se passe sur un terrain de basket, quoi. Et voilà, encore une fois, c'est incluez-le si vous voulez dans votre définition, mais votre définition devient plus le symbole de la saison que véritablement celui qui a été le meilleur de la saison. Encore une fois, c'est pas pour dire que même en s'attribuant ce critère juste sportif que vous arriverez vraiment à savoir qui est le meilleur joueur sportif de la saison, mais au moins vous avez essayé avec les bonnes bases. Parce que sinon, dès le début, on peut dire hors sujet sur la copie, quoi. C'est un peu, surtout que c'est fait par des personnes qui souvent n'ont pas non plus la curiosité ou sont pas allées se replonger dans plein de matchs passés, mais qui sont un peu esclaves entre guillemets du CV et du palmarès, mais qui du coup quand eux ils prennent part au débat, quand je dis un peu esclave du palmarès, c'est genre on juge l'histoire qu'on n'a pas forcément connue par on regarde le palmarès et du coup comme il a ça et ça, il est bon à tel niveau, quoi. Et du coup c'est appliquer ce raisonnement d'être esclave du palmarès, l'appliquer en l'inversant pour le truc actuel, en étant de la même manière esclave du palmarès, mais du coup il faut que ça rentre bien dans le narratif qu'on aimerait, quoi. Mais je comprends que les gens le soient, mais parce que moi je l'ai été à un moment. Oui, tout à fait. Et petit à petit j'ai compris qu'il y a un truc qui allait pas, et que j'ai fini par mettre de côté. Mais c'est vrai que on nous rabâche quand on arrive à suivre cette ligne et qu'on nous le rabâche tellement. Oui, quand on te rabâche 15 000 fois la même chose, tu y crois parce que sur le moment, t'as pas de repères et tu te raccroches aux différents repères que tu peux avoir, quoi. Mais je trouve que pousser sur un examen critique et logique, très vite, en fait, c'est un édifice qui s'effondre. Ouais, d'accord. Moi, c'est ce que j'avais appelé le procès en legacy, ce coup d'inverser, là. Alors, du coup, transition un peu parfaite, puisqu'on est déjà un peu dans le sujet. Il y avait un autre problème ou un autre thème qu'on voulait aborder, et que je crois que tu avais déjà un peu commencé à le faire, notamment dans le Discord, mais c'est un peu au cœur de notre sujet du jour. C'est finalement, on parle beaucoup de palmarès, etc., mais la déconnexion qu'on a pu remarquer aujourd'hui et cette année dans les débats de MVP de cette année, mais finalement la déconnexion entre tout ce qui est tactique et l'analyse du jeu en lui-même, et finalement l'aspect des votes. Je pense que tu me rejoindras, on constate un peu cette déconnexion entre analyse du jeu et le vote en lui-même, finalement. C'est le sujet du jour ou c'est le sujet de ta chaîne de podcast en général? Effectivement. Non mais là-dessus, quand déconnexion, c'est difficile de trouver le terme pour un truc en fait qui a jamais existé en réalité, quoi. L'angle tactique, alors je suis pas à la NBA depuis suffisamment longtemps, mais
j'ai l'impression que ça n'a jamais été là, quoi. Ou quand on regarde les matchs Ouais. du passé, si on a Ubi Brown sur retour de pub, sur 30 secondes ou retour de mi-temps, bah, on l'a toujours d'ailleurs aujourd'hui, des fois en playoff, sur le retour de mi-temps, 30 secondes pour expliquer quelque chose, et puis c'est tout, basta, quoi. Et on sent bien que, en plus, on fait pas ça genre en début de mi-temps, c'est on le fait en toute fin avant de reprendre, parce que on sent bien qu'il n'y a pas une certaine envie d'aller surenchérir dessus et d'ouvrir des réflexions derrière, quoi. Mais là-dessus, oui, pour moi, au-delà du fait qu'il y a cette, comme tu disais, cette déconnexion, pour moi, là où elle est vraiment gênante, c'est que, en fait, ça veut dire que tous tes avis derrière vont se faire avec un prisme qui occulte, du coup, je sais pas j'ai essayé de donner un pourcentage, mais je sais pas si c'est la bonne idée de donner un pourcentage, mais en tout cas, tu occultes une grosse partie de ce qui est en train de se passer sur le terrain, à savoir qu'est-ce que veut faire l'équipe qui attaque, qu'est-ce que veut faire l'équipe qui défend. Et ça, donc là, j'ai écrit un côté du terrain, il se passe la même chose des deux côtés, de l'autre côté du terrain, et du coup, comme il y a les deux côtés du terrain, il y a souvent une synergie entre eux qui se répond, et que ça, là, c'est juste une opposition, mais que en réalité, il y a plein d'oppositions sur l'ensemble d'une saison plus les playoffs, et que être capable de formuler ses avis sans véritablement avoir, pour moi, ce qui constitue un peu comme une pierre de Rosette, entre guillemets, ok, il se passe un match, mais du coup, j'ai besoin un peu derrière d'avoir la pierre de Rosette tactique pour décrypter ce qui se passe vraiment, et que derrière, du coup, ça me permet d'avoir le bon contexte pour juger la performance du joueur. Je sais, je suis désolé, je pense que cet exemple-là, je l'ai donné 15 fois, mais il y a toujours, pour moi, c'est un merveilleux exemple, c'est le duel Robinson-Olajuwon des finales de 95, où vous entendrez toujours que Olajuwon a dominé Robinson, etc. Et que vous entendrez jamais, en fait, le fait que, oui, il y a une équipe où, comme le spacing était mauvais, les Spurs, les Rockets défendaient Robinson, pas juste avec Olajuwon, mais avec d'autres joueurs qui venaient en aide. Alors que de l'autre côté, comme les Rockets, il y avait de très bons shooters à 3 points, il y avait cette idée de dire, on va laisser Olajuwon en défense en 1 contre 1, Robinson défendre Olajuwon en 1 contre 1, pour derrière essayer d'éviter que, ok, il fera des performances monstrueuses, mais derrière, on va le couper du reste de l'équipe, quoi. Je crois que les Spurs, avec Duncan, avaient fait la même chose avec Stoudemire lors des finales de conférence 2005. Donc bref, ça se fait plusieurs fois. Et en fait, si vous avez pas cette notion tactique de, ah oui, il y en a un qui est défendu en 1 contre 1, alors que l'autre, il y a une couverture collective plus importante, peut-être que ça compte un peu dans la domination du joueur à l'autre. Alors, est-ce que ça veut dire que Robinson aurait été légal ou meilleur que Olajuwon sur la série? Non. On sent bien que c'est quand même un peu important pour contextualiser les performances des deux joueurs, quoi. Et sans que ça, en réalité, on raconte une histoire, mais c'est pas qu'elle est complètement hors sol à la réalité. Je veux dire, si vous regardez le fameux match de LeBron James contre les Pistons en 2007, où il met, je sais plus, les 25 ou 27 points d'équipe, il faut pas avoir besoin de l'angle tactique pour se dire, ah oui, LeBron James, il est super fort. Mais si la défense s'est pas adaptée du tout, vous direz, ouais, et que l'idée c'était même, on va faire défendre LeBron James juste en 1 contre 1, il va mettre ses points. C'est pas la même chose que non, on a tout essayé, on n'a pas réussi, il a toujours eu la bonne réponse derrière. C'est pas du tout la même chose, en fait, derrière. Pour moi, en compréhension de ce que le joueur est capable ou non de faire, et du coup de permettre de contextualiser ses performances. Juste pour expliciter concrètement ce dont tu parlais, Vas-y. sur le fameux duel Olajuwon-Robinson, tu veux dire que souvent on a un peu ce souvenir de Olajuwon a dominé Robinson parce qu'il a mis beaucoup plus de points et il a fait gagner son équipe. Alors qu'en fait, quand tu rattaches cet élément tactique, et plutôt que de l'oublier et de séparer la performance de la tactique, il y a ce côté, oui, mais en même temps, Olajuwon, il a pu aussi performer, parce qu'il était fort, mais aussi parce il pouvait attaquer en 1 contre 1, entre guillemets, librement, alors que Robinson, la mauvaise performance ou le plus petit total de points s'expliquait aussi parce que, avec des prises à 2, de facto, tu peux pas faire la même chose, quoi. Donc, quand tu rattaches, il y a le narratif de base qui est que Olajuwon a été 10 fois meilleur que Robinson, alors qu'en fait, quand tu rattaches cet élément tactique, et quand tu rattaches ce réel et ce concret tactique et de jeu à la performance,
finalement ça s'explique un peu plus facilement que juste Olajuwon, c'est le, comme ils disent, c'est le boss ou le papa de Robinson, ou je sais pas comment on dit ça. Oui, et que à la fin, je veux dire, même si on raccorde cet angle tactique, peut-être qu'Olajuwon a quand même été beaucoup plus fort que Robinson sur la série, mais c'est ça. On sent que c'est plus la même chose derrière, quoi. Et pour moi, à chaque fois, en fait, aujourd'hui, s'écarter de cet angle tactique fait que c'est pas forcément qu'on a la mauvaise version de l'histoire, mais du moins qu'on a toujours une version qui est en partie décorrélée de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et j'avoue qu'en fait, sachant que toutes les discussions aujourd'hui, ça veut dire, ne sont pas dans la tactique, donc non seulement on va dire il y a cet angle-là qui est oublié, mais comme pour moi en fait c'est le premier angle à avoir pour analyser la performance d'un joueur, ça veut dire qu'en fait que tout le reste est basé en fait sur des fondations d'argile qui ne sont pas du tout solides, et que c'est pas un hasard non plus, parce que ça veut dire que vous pouvez, d'un point de vue narratif, d'un point de vue marketing, d'un point de vue ce que vous voulez, en fait vous pouvez comme vous pouvez un peu en fait vous écarter de ce qui se passe sur le terrain, vous pouvez en fait avoir envie de faire ce que vous voulez, quoi. C'est en fait finalement c'est assez pratique, et c'est les bases ne sont pas sérieuses, mais du coup vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et pour moi, c'est pas pour dire la tactique ça prime avant tout, c'est le seul angle qui compte et tout. C'est non. Par contre, pour moi, ça doit être votre premier angle à aller regarder, et ça vous empêche pas derrière, je sais pas, si on va aller sur le narratif, de faire le super portrait d'un joueur, mais c'est pas parce que forcément il y a besoin de dire il sera MVP cette saison, donc voici le profil du joueur. Non, vous n'avez pas besoin de ça pour que le profil d'un joueur, quand j'ai le profil, c'est vraiment l'histoire, un portrait et tout, qui soit intéressant, quoi. Et il y a pas besoin. Oui, parce que juste on peut préciser aussi que je pense que toi comme moi, on est très dans l'analyse du jeu, mais on apprécie tout autant que n'importe qui le côté entertainment de la NBA, et même le côté storytelling ou même le côté mythologique de certaines histoires, certains personnages, on l'aime tout autant. Le seul problème, c'est sans doute quand cet aspect storytelling se substitue à l'analyse. C'est là le problème qu'on a, mais on est tout aussi friands nous-mêmes de ce côté entertainment et spectacle et histoire, quoi, finalement. Oui, totalement. Mais pour moi, il y a un certain ordre dans les choses, parce qu'à des moments, on arrive en fait à des points où, qui viennent un petit peu gênants, parce qu'on se dit non mais ça ne correspond pas du tout ce qui peut être dit, ce qui peut être écrit ou ce qui peut être tourné, et du coup ce qui peut apparaître en souvenir derrière sur les gens. Il y a des moments où forcément s'il y a une décorrélation, il y a des moments où il y a peu d'écart, mais il y a des moments aussi où l'écart est tel que on se dit mais non, c'est pas possible d'écrire ce genre de choses, quoi. Et que les gens s'en souviennent, et qu'alors que la conclusion, concrètement, si on regarde ce qui se passe sur le terrain, devrait être complètement opposée, quoi. Et c'est moi, de mon point de vue, c'est vraiment l'angle tactique. Alors, je sais qu'il ne sera jamais médiatiquement, même s'il y a des exemples comme la NFL qui montrent que, parler tactique, en fait, ça marche, quoi. Ça, c'est pas quelque chose qui va forcément faire fuir les gens. Oui. Et qu'encore une fois, c'est pas l'angle qui fait tout, mais clairement, si vous ne le regardez absolument pas, voilà, encore une fois, on va causer de la défense de Nikola Jokic. Si vous n'êtes pas capable de m'expliquer il n'y a pas besoin d'avoir les termes, hein. Et si vous n'êtes pas capable de me dire ce que la défense veut faire et comment, en moyenne, à peu près, les attaques adverses ont essayé de le faire et comment ça s'est passé, je veux dire, voilà, on en arrive typiquement au débat qu'on a cette année. Jokic, il est pas bon en défense. Ici, regardez les stats all-in-one, disent qu'il est bon et tout. Oui, en attendant, j'ai toujours en fait pas vu d'analyse sur combien de fois il a joué en drop de la saison, combien de fois il a joué en edge, quels étaient les résultats derrière, comment ça s'est passé, à quel point Jokic, quand il est en edge, il est vraiment bon, ou est-ce que c'est juste la couverture derrière. En fait, voilà, quoi, à un moment, il faut revenir à ce qui se passe sur le terrain, être capable d'en parler, parce que après, en fait, on peut dire ce qu'on veut, parce que après tout, s'il n'y a pas besoin de fondre des arguments sur ce qui se passe, il faut juste trouver la bonne stat qui nous plaît, qu'elle soit all-in-one, qu'elle soit celle du box score, on s'en fout, il faut juste trouver celle qui nous plaît, parce qu'il y a des bonnes chances qu'il y en ait une qui va nous plaire dans le sens dans lequel on veut aller, et voilà, quoi. Et sauf que non, c'est pas une logique scientifique, quoi.
Sur cet aspect-là, du coup, dédicace et big up à N5 qui, tu dis, personne n'a jamais pour l'instant expliqué sur, sur les couvertures de pick and roll à quel point Jokic est efficace sur edge ou sur drop. N5, notre ami Clément, l'a fait sur le Basket Lab il n'y a pas longtemps. Donc dédicace. J'ai dit personne l'avait fait. Non, mais c'est, j'en profite pour préciser. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, bien sûr. Non, mais tu parlais, je pense qu'il y a un peu ce côté juger en fait le résultat en occultant un peu le process. Donc bon, on sait que le process est souvent autant important, voire plus important que le résultat. Donc on ne peut pas totalement décorréler et déconnecter les deux, effectivement. Et par rapport à cet aspect-là, pourquoi est-ce qu'on a aussi autant de gens qui pensent comme ça? Déjà parce que certains, comme on l'a déjà dit, et c'est pas du tout un mal, mais juste ils consomment la NBA comme un produit de spectacle, et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il y a aussi peut-être, pourquoi est-ce que aussi peu de monde s'y intéresse? Je sais que tu parlais aussi d'un abandon de l'angle tactique, notamment par les grands médias, qui explique aussi que sans doute que les fans n'ont pas autant de contenu de ce type d'analyse tactique proposée, et donc n'ont pas autant la chance, pour ceux qui le souhaitent, d'aller plus loin et de s'éduquer, et d'apprendre plein de trucs à ce sujet. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté abandon tactique de la part des grands médias qui sans doute contribue aussi à ça. Bah, abandon, encore une fois, hein, on n'arrive pas à trouver le terme, mais ça n'a jamais vraiment été là. Et c'est vrai, aujourd'hui, vous voulez vous renseigner sur cet angle-là. Forcément, j'ai envie de dire la réponse, vous l'aurez sur Internet. Ou alors, je sais pas, dans votre club et tout, il y a des personnes qui sont suffisamment expérimentées pour commencer à vous expliquer un certain nombre de choses. Mais si vous voulez y aller tout seul, il faut aller sur Internet, il faut aller sur les bons sites. Et comme c'est rarement des sites qui sont mis en avant là aussi, il faut fouiner, chercher. Et je pense que même encore, si vous y passez un peu de temps, vous risquez sans savoir... Parce que c'est vrai que moi, voilà, maintenant j'ai mes sites, mais parce que ça fait longtemps que je suis et je finis par savoir et que je suis les personnes qui peuvent me le relayer s'il y a un bon site qui apparaisse, et que je puisse le récupérer. Mais si vous arrivez de zéro, c'est vraiment la croix et la bannière pour essayer d'accéder déjà à ce genre de contenu. Et là-dessus, comme tu dis, du coup, ça veut dire qu'il y a une énorme défaillance de la part des médias. Et ce qui me gêne d'autant plus, c'est que les quelques fois où c'est fait, je repense quand Evan Fournier, je crois que c'était sur les dernières finales sur beIN, où il était l'invité d'une bonne partie des matchs des finales, et il lui avait fait juste une rubrique de 2 minutes où il expliquait quelque chose de tactique. Et derrière, le passage, il avait vraiment été complimenté, apprécié en disant « Ouais, c'est super intéressant ». Et je dis pas ça contre Evan Fournier, mais ça cassait pas 3 pattes à un canard. Il n'y avait pas besoin de casser 3 pattes à un canard pour dire comment on attaque une défense en switch et tout ça, quoi. Mais on voit bien que il y avait le fait que pour certaines personnes, il y avait limite ce côté, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois ça, mais le côté aussi, en fait, ça peut être intéressant et qu'on ne demande pas, je sais bien que ça serait utopique de demander que à la mi-temps, on parle principalement de ce genre de choses, mais on pourrait typiquement commencer une section de mi-temps en commençant par ça, quitte à ce que ça soit revenir sur l'énorme performance de Booker et d'un point de vue tactique, de montrer la diversité de ses tirs et comment les Nuggets ont essayé de le freiner ou non, et de commencer les discussions là-dessus. Et déjà, je pense en fait que on arriverait sur quelque chose de totalement différent de ce qu'on a à l'heure actuelle. Et je pense pas que en fait partir sur ces angles-là ferait que tu perdrais en audience par rapport à directement enchaîner. Mais oui, mais dans la place de l'histoire des Suns, ça le mettrait à quelle place? Il arrive à finir le match et la victoire. Bref, c'est... Ouais, tu veux dire, il y a quand même, mine de rien, sans doute une plus grande demande que ce qu'on pense, ce qu'on pourrait penser, parce que même le grand public, quand tu lui expliques de manière très très pédagogique et très très accessible des concepts tactiques, on se rend compte qu'il y a une réponse qui est très positive et il y a des gens que ça intéresse, quoi. Donc la demande est peut-être plus grande que ce qu'on peut le penser, quoi. Je suis pas la NFL, on me dit toujours que tu vas suivre un match de NFL. Alors c'est vrai que le format s'y prête bien avec toutes les pauses, mais là, l'angle tactique n'est clairement pas abandonné de ce que j'ai cru entendre, quoi. Oui, et puis la NFL elle-même propose des angles de caméra sur leur League Pass, des angles de caméra tactiques que tous les youtubeurs peuvent reprendre et facilement analyser le jeu. Et nous, pendant ce temps, on se tape des zooms de Balisport, mais on parlera de Balisport cet été, je crois, Antoine, sur le nouveau contrat TV.
Mais donc oui, voilà un peu pour ce côté. Ah oui, si, pardon, j'avais noté des phrases d'un certain Antoine Tartrou sur le Discord à l'époque, sur cet abandon de la tactique et sur cette déconnexion de l'aspect tactique des discussions MVP ou du vote. Je sais plus ce que j'ai écrit, on va voir. Alors Jokic et MVP. Non, c'est pas vrai. Non, tu disais une fois que la tactique est écartée, bah du coup t'as un peu le champ libre pour faire ce que tu veux en termes d'argumentation, c'est-à-dire les stats sont un peu décorrélés du terrain. Tu utilises des stats qui peuvent être totalement décorrélés du terrain ou de la manière de jouer, ou alors tu peux incruster des thèmes un peu hors terrain, hors sportif, de type classement, de type leadership, de type mentalité. Donc première citation qui était intéressante, effectivement, quand tu délaisses le terrain, c'est vrai que ça offre un champ de possibilités qui est plus grand de par cette distance que tu mets. Et puis l'autre phrase aussi que je m'étais notée, dans quelle discipline peut-on se permettre d'écarter la compréhension de ce qu'on a à l'image? Et c'est vrai que ça aussi, c'est un peu quelque chose qui nous... C'est ça qui nous énerve sans doute un peu, parce que encore une fois, chacun consomme la NBA comme il le veut, mais sans doute aussi qu'il y a un niveau d'exigence qui est peut-être pas assez élevé de la part du grand public, ou en tout cas, on accepte sans doute parfois des analyses qui peuvent être un peu rapides, on peut dire. C'est là où il y a, on va dire, il y a cette imagination que forcément le côté divertissant doit être fun et rien d'autre, quoi. Après, je sais qu'il y a différentes idées du fun, mais que ça va être les classements, des débats un peu enflammés qui tiennent sur pas grand-chose. On voit bien la majorité des talk shows aujourd'hui, quoi, dans cette idée-là, quoi. Et je me trompe peut-être. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de faire à la mi-temps 15 minutes sur la défense en ice, mais je pense qu'on en parlerait à un moment pendant une certaine durée. Je veux dire, forcément, il y a des choses sur lesquelles tu peux pas enchaîner derrière parce que, oui, c'est compliqué de repartir sur, je sais pas, le côté historique d'un joueur quand on vient de dire que, oui, mais l'équipe en face, jusque-là, sur la défense en ice, elle a pas réussi à proposer autre chose et en fait, lui laisse le champ libre à chaque fois, quoi. Mais en fait, moi, le truc que je voulais dire, là où ta déclaration me semblait intéressante aussi, c'était dans le sens où la NBA a cet avantage comparé à la physique quantique ou à la chimie moléculaire ou aux mathématiques appliquées, c'est que, en fait, c'est pas parce que ça peut séduire un nombre de fans beaucoup plus grand et que ça peut intéresser bien plus de monde, y compris des gens qui ne s'y connaissent pas. Tu peux t'arrêter, tu connais pas du tout le basket, tu t'arrêtes devant un match, tu zappes, tu peux t'intéresser. C'est pas parce qu'il y a ce côté très très accessible et très entertainment, etc., que ça n'empêche pas que derrière, il y ait quand même un jeu avec des mécanismes finalement assez complexes et qui méritent aussi qu'on essaye de le comprendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a ce double aspect de spectacle et de accessible à tout le monde, mais c'est pas pour ça que il mérite pas. Il n'y a pas avant de passer directement sur quelques arguments qu'on voulait discuter, juste sur le système en lui-même. Je sais que moi j'avais quelques aspects que je voulais un peu aborder, notamment sur les votants ou sur le système en lui-même. Est-ce que toi tu as des points un peu évidents que tu veux aborder ou j'enchaîne moi? Enchaîne. Du coup moi le premier que j'avais, c'était un peu la légitimité des votants. Ça rejoint peut-être un peu sans doute le débat qu'on vient d'avoir sur la tactique, mais c'est vrai qu'il y a un peu toujours cette ambiguïté, ou en tout cas cette interrogation de qui est en train de faire les votes. Et je parle pas des débats qu'on peut avoir tout le monde sur Twitter, entre nous, entre potes, sur des Discord, etc. Là je parle de qui vote pour de vrai pour ce trophée. C'est vrai que là encore, est-ce que on retrouve pas un vrai niveau d'exigence tactique sur ce panel des votants, ou en tout cas c'est pas forcément des gens reconnus ou qui parlent de tactique, et ce qui fait que finalement il y a un peu toujours cette ambiguïté, en tout cas chez moi, de est-ce que je dois considérer ce trophée important ou pas, parce que d'un côté oui il l'est, mais de l'autre c'est vrai que quand tu vois des panels de votants avec des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la tactique, pour revenir à ce qu'on disait, ce qui est pour nous un peu le plus important, voilà, je sais pas, la légitimité des votants me fait un peu moins m'interroger sur du coup la valeur que peut avoir ce trophée officiel, si tu vois un peu ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il y a un côté un peu répondant avec le public, où surtout ces dernières années, j'ai l'impression que la NBA a commencé à aussi des fois donner ses votes à des personnes tout simplement connues, quoi. Oui. Et tu sais, ça fait un peu, tout le monde y gagne parce que la personne se sent reconnue, a une plus grande légitimité et du coup, fidélise aussi.
Je veux dire, c'est un rapport un peu qui fidélise tout le monde, quoi. Je veux dire, les personnes qui suivent ce journaliste, le journaliste en lui-même et la NBA, quoi. Donc en plus, il y a, on va dire, un peu tout cet intérêt à, je sais pas comment le dire, mais j'allais dire maintenir ce genre de buzz, mais voilà, de distribuer les votes, ça fait un peu trop machiavélique la manière dont je le dis. Non, mais c'est l'industrie spectacle, finalement. Tu dis, tout le monde y gagne au change, quoi. Pour moi, il y a un peu de ça, quoi. Et après, je veux dire, si on veut vraiment s'intéresser à l'angle tactique, il y aurait combien de personnes qui correspondraient à peu près à une sorte de minimum syndical dans la sphère aujourd'hui des journalistes NBA? Alors voilà, hein, je dis pas que couvrir forcément tout ce qui se fait aux États-Unis, mais des fois, rien que sur certaines franchises où je me rappelle, alors ça a peut-être changé entre temps, mais essayer de trouver du contenu intéressant et de chercher et de rester un peu bredouille à la fin parce que j'avais jamais réussi à trouver. Si l'idée c'est d'avoir un panel assez diversifié et important, on arriverait rapidement à des problématiques de logistique, plutôt pas logistique et plutôt de ressources humaines, à savoir à qui vraiment on peut considérer que d'un point de vue tactique on peut leur faire confiance, quoi. Mais après, encore une fois, la NBA ne doit pas être consommée d'une certaine manière à travers l'analyse. C'est pas notre manière qui est la meilleure, etc. La NBA existe en tant que façon d'exister multiple, hein, et c'est pour ça que il y a un besoin, il y a aussi une nécessité d'avoir des journalistes qui vont couvrir du lifestyle, d'avoir des journalistes qui vont couvrir plutôt un aspect story, un aspect histoire, des portraits de joueurs. Il y a besoin aussi d'avoir des gens qui font de l'entertainment, des personnalités TV, comme on les appelle, parce que, encore une fois, ça reste aussi une industrie spectacle et nous-mêmes on le consomme, donc c'est aussi bien d'avoir ce genre de personnalités un peu très médiatiques qui font parler, même si un peu imprécises sur le côté analyse. Il y a besoin, enfin voilà, il y a besoin d'avoir une multitude de postes et de métiers qui existent de toute façon et de manière d'être un journaliste sur la NBA, c'est évident. Après, c'est vrai que du coup, quand on voit les votants, on voit justement des personnalités TV, des gens lifestyle, des gens sur les stories, des journalistes bord terrain, des journalistes un peu plus inside. On a finalement plein de profils qui doivent voter pour, comme on l'a dit, un trophée qui, pour nous semble être quand même quelque chose qui devrait surtout être un reflet d'un aspect tactique ou d'analyse du jeu un peu sérieux. Voilà, est-ce que vraiment c'est de la faute de certains journalistes story ou lifestyle ou des personnalités TV qui font le show à la télé, est-ce qu'on peut leur reprocher leur manque de tactique? Non. Mais en même temps, comme tu dis, il y a aussi un problème il faut bien faire voter des gens et c'est bien aussi de faire voter des gens connus. C'est bien pour la NBA. C'est là où aussi on voit derrière le côté manque de définition, en choisissant ses votants, la NBA montre bien aussi ce qu'elle veut prioriser derrière dans le MVP, oui. quoi. Oui. Je veux dire, là-dessus, pour le coup, alors je comprends qu'il y a un côté, comme je disais, fidélisation, tout ça, où tu fais pas à 100% ce que tu veux avec les mains libres, mais bon, ceux qui décident malgré tout, c'est quand même eux, et c'est là qu'on voit, ce qu'ils considèrent aussi au niveau des instances dirigeantes derrière ce trophée, quoi. Et que j'irai pas plus loin en termes de commentaires, mais bon, c'est... Oui, tu veux dire qu'en fait, tu choisis aussi un peu l'issue du vote par qui tu fais voter, quoi. C'est pas l'issue du vote. Non, mais on va dire justement les grands thèmes qui seront abordés. C'est ça, ouais. Ce que tu priorises finalement. Oui, si tu fais choisir ton repas à ta femme ou à ta fille, c'est selon ce que tu veux manger le soir, quoi. Si tu veux manger de la glace, tu fais plutôt voter ta fille plutôt que ta femme. C'est des pâtes. Voilà. Ouais, oui, un peu pareil de mon côté. Non, mais j'enchaîne aussi sur une autre question, c'est est-ce que du coup il faudrait pas faire voter des joueurs ou des coachs du coup si on veut cet aspect un peu plus précis tactique? Les joueurs ça restera toujours un truc assez extraordinaire, mais j'ai l'impression que je sais pas j'arrive jamais à savoir qui a des biais dans l'histoire. Est-ce que c'est pas à nous de nous mettre en cause ou est-ce que les joueurs ont vraiment des biais très particuliers? Et parce qu'au final, ce système de vote là dont tu parles, on l'a pour l'All-Star Game, quoi.
Alors bon, le All-Star Game, là aussi, il y a une définition qui est pas claire et je comprends qu'elle soit pas claire parce que l'événement est quand même un spectacle, etc. Même si bon, il est dans les contrats aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, bref. Mais je suis pas sûr que ça résoudrait plus de choses qu'on ne le veuille. Pour les joueurs, on va dire, il y a vraiment ce côté au-delà même des biais et des fois d'un éloignement du côté tactique qui est quand même assez important. On pourrait dire que c'est moins le cas sur les coachs, mais les coachs, on arrive surtout là sur un panel qui est très limité et en plus et on retrouve un peu de la même manière le défaut chez les joueurs qui arrivent aussi à être intéressés, quoi. Oui, très corporatiste, très oui. Et d'ailleurs, en fait, je crois que de mémoire aussi, ce qu'on m'avait dit pour le All-Star Game et pour les coachs, en réalité, c'est vraiment les coachs qui votent, c'est leurs assistants, parce que le coach, il a pas le temps de faire ça, et il s'en fout, quoi. Ouais. Alors, ça veut pas dire, quand je dis ça, ça veut pas dire que les assistants sont moins légitimes, mais je veux dire, est-ce que des coachs, on considère que c'est des anciens coachs? Est-ce que c'est ceux qui sont inclus dans le monde de la NBA en tant que tel? Est-ce qu'on leur demande d'argumenter derrière, ou c'est quelque chose d'assez opaque, façon Vatican et tout, avec le pape? Je sais pas. Tu vois, je suis pas faire voter les journalistes. C'est pas quelque chose sur lequel je suis frontalement opposé, où je demanderais une réforme, quoi. Tu m'as beaucoup fait rire avec ton image. Je nous imagine au Vatican tous attendre de voir la fumée blanche qui sorte, Abemus MVP. Mais pardon pour cette parenthèse. Non, alors sur le système de vote aussi, moi j'avais une autre remarque, c'était pas tant sur qui vote et cette ambiguïté de qui fait le vote officiel, c'est plus même sur le système de vote. Et moi j'ai un vrai problème et je sais pas trop ton avis. Je sais que j'en ai déjà parlé sur le Discord, mais je connais pas ton avis. Mais j'ai un vrai problème, presque d'un point de vue démocratique, je sais pas trop comment le formuler, mais sur la transparence du vote finalement. Ça me pose un énorme problème parce que alors je crois pas que la NBA révèle elle-même qui vote pour qui. Si, je crois. Il me semble qu'elle le révèle, oui. J'avais été regarder historiquement certains votes et tu retrouves tous les noms, quoi. Et ce qu'ils ont voté derrière. C'est ça, voilà. Quoi. Et ça me dérange un peu, et même ça me dérange énormément en fait, parce que quid du vote secret en fait. Enfin, encore une fois, c'est un peu la base de la démocratie, hein, c'est le pilier de la démocratie, c'est le vote secret. Et bon, je enfin bref, c'est pas aussi important évidemment, mais il vient de suite, je sais pas ce que tu en penses, mais la question du conflit d'intérêts, le fait que le vote soit public, ou même que les gens le disent eux-mêmes, ou que la NBA dise un tel a voté pour un tel, il y a forcément un conflit d'intérêts, surtout que tu fais voter des gens qui, en plus, certains d'entre eux, sont des insiders. Et donc là, on arrive très très facilement sur une question de... Enfin, voilà, tu peux pas voter complètement pour qui tu penses vraiment. Alors, peut-être que je pousse le bouchon un peu loin, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois exactement ce que tu veux dire. Après, je te répondrai à ça. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que, par exemple, tu prends à l'Assemblée française, les votes sont nominatifs. Parce que... alors, j'espère que je dis pas de bêtises en disant ça, mais... Et ça se comprendrait, en fait, parce que derrière, en fait, tu es représentant de personnes, et que c'est normal qu'il y ait ce souci de transparence plutôt que tu as élu quelqu'un et tu sais absolument pas pourquoi derrière il a voté tout derrière. Alors la différence, c'est que les journalistes, ils sont pas élus pour représenter l'ensemble des fans de la NBA, mais c'est là en fait où tu as une opposition d'un côté entre le souci de transparence, parce que c'est pour ça que la NBA l'a fait, parce qu'il y avait des années où tu te disais mais c'est pas possible, qui c'est qui a fait ça, on veut des noms, et la NBA a fait ok, vous aurez les noms. Souci de transparence, et d'autre côté, tu te dis oui, si tu veux faire un vote véritablement sans aucune pression, il faudrait pas que il faudrait en effet que ça soit, j'ai pas l'adjectif, mais il faudrait que ça soit un bulletin secret, oui. Et après, chacun décide, mais j'avoue que j'estime pas le trophée de MVP suffisamment important pour nécessiter cette transparence qui devrait aller de pair, comme c'est le cas justement d'un point de vue législation d'un pays derrière. Oui, évidemment. On n'est pas sur le même degré, quoi. Non, c'est important dans le référentiel du MVP, on est d'accord. Mais non, mais en fait, c'est ce truc de
on dévoile les noms. Ça part d'une bonne intention, hein, mais comme toutes les l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais ça part d'une bonne intention de se dire si on donne les noms, on va pas avoir quelqu'un qui vote pour Sundiata Gaines, hein, en gros, c'est un peu ça l'idée. On a des votes sérieux, mais le penchant, le revers de la médaille, c'est qu'il y a quand même un côté voilà, on affiche les votes publiquement et enfin ok, tu peux pas faire ce que tu veux et c'est un peu l'intérêt, mais il y a un peu l'impression que tu votes aussi en fonction de... Tu peux pas voter n'importe comment parce que justement, il faut bien apparaître auprès du public. Donc déjà, moi, cet aspect-là me dérange et encore une fois, de surcroît, quand tu as des insiders qui font partie du panel des votants. Et là, ça me dérange parce que quelqu'un qui a envie d'avoir des infos, c'est forcément quelqu'un qui est lié avec des agents, avec tel ou tel camp. Et quand t'as des débats de MVP comme Embiid contre Jokic, contre Giannis Antetokounmpo, forcément je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais si Zach Lowe il veut continuer d'avoir des infos de la part du camp de Joel Embiid, de la part de son agent très influent qui a plein de joueurs partout, de la part de son coach Drew Hanlen là, qui a plein de joueurs aussi, enfin ok, c'est pas un sujet grave, mais dans l'idée ça me dérange beaucoup quand même, parce que je trouve pas qu'un Zach Lowe par exemple ou un Brian Windhorst ou des gens comme ça aient les mains totalement libres de voter pour vraiment qui y pense sportivement mérite le plus. Comme je te dis, c'est un compromis parce que c'est que depuis qu'il y a eu ça, il y a le côté où en fait, maintenant, tous les votants publient quelque chose pour expliquer pourquoi ils l'ont fait, quoi. Ouais. Alors que quand c'était secret, déjà tu savais même pas toujours qui faisait partie de la liste du coup, et il y avait pas besoin de se justifier derrière. Et comme je te dis, moi je serais plutôt pour être dans ton camp. Parce que voilà, j'estime que ce devoir de transparence et tout, les gars, c'est qu'un trophée qui ne change pas l'issue de la saison derrière. Il y a peut-être pas besoin d'avoir les mêmes exigences, comme je disais, que la démocratie d'un État, quoi. Mais bon, je pense être un peu moins opposé que toi là-dessus, au côté transparence. Mais je reste dans le camp où pour moi, si on me demandait de choisir, ça serait bulletin secret. Chaque manière de faire a son désavantage. Je crois que je préférais avoir une fois par an ou 2 fois par an un vote complètement loufoque, mais un vote secret loufoque. Je préférais avoir ça comme défaut, comme système avec son défaut, que l'inverse, mais bon. Après, il y a tout un aspect de stats aussi dans le trophée, mais ça, je pense qu'on peut passer à la dernière partie, qui est donc tous les arguments un peu pêle-mêle qu'on voit un peu à droite à gauche, des arguments de bilan collectif, des arguments de leadership, de choses comme ça. Voilà, il y a plein de la difficulté de pondérer qualité, défaut, etc. Voilà, je te laisse un peu le champ libre. On peut faire un peu du ping-pong sur des petits sujets comme ça qu'on a envie d'aborder, sur les arguments en eux-mêmes qu'on a vus. Est-ce que tu en as quelques-uns un peu à évoquer ? Je commence avec le service, du coup. Vas-y. Le premier, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Tu vois, j'y repensais dans le côté quand on parlait, oui, il n'y a pas de définition, et on voudrait une définition. Et que j'avais utilisé l'exemple, oui, il faudrait saison régulière, que l'équipe dans laquelle tu joues ait les temps de victoire et tout. C'est justement ce côté catégorisation des domaines d'analyse. Ouais. Où c'est qu'on voit régulièrement. Hein. Bon, alors, on compare les joueurs. Alors, tel joueur, en bilan collectif, ça a fait ça. Les stats brutes, le scoring et tout, ça fait ça. Les stats all-in-one, c'est ça. Et genre, après, en fait, il faudrait avoir les meilleures moyennes entre ces différents domaines. Et c'est celui qui aurait la meilleure moyenne. Je veux dire, c'est comme c'est les maths, l'histoire géo, le français, à la fin qui a la meilleure moyenne, qui est le major de la classe, quoi. Et pour moi, c'est pas du tout une bonne manière de réfléchir, ça. En fait, pour moi, ces différents domaines ne restent que des indicateurs, mais qui doivent te permettre d'aller pointer dans la même direction, à savoir le joueur en soi, qu'est-ce qu'il vaut. Parce que, je veux dire, c'est pas... à chaque fois, en fait, ça permet pas pour moi de dire c'est pas parce qu'en soi, il a des stats all-in-one qu'il est le meilleur, c'est pas parce qu'au box score, il est plus impressionnant qu'il est le meilleur, c'est pas parce que
il a un meilleur bilan collectif qui est le meilleur, et c'est à chaque fois, en fait, cet argument ne suffit pas en tant que tel, c'est pas en faisant la moyenne qu'ils deviendront bons, quoi. Et que pour moi, au contraire, et je dis pas que, on me dit toujours, oui, le bilan collectif, comment tu peux t'en foutre, c'est pas possible. Non, 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 je m'en fous pas. Mais pour moi, en fait, c'est juste un élément. Et bon, le bilan collectif, si je m'en fous un petit peu, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le joueur quand il est sur le terrain, qu'est-ce que ça donne. Mais justement, ça va pas être un argument tant que tel à lui tout seul pour savoir ce que je vais penser du joueur. C'est je vais dire, ah tiens, effectivement, je le trouvais moins bon, mais quand il est sur le terrain, il y a des stats qui sont assez extraordinaires. Faut peut-être que je me penche sur l'impact collectif du joueur, voir si quand je vais le regarder en vidéo, je suis pas en train de louper certaines choses derrière, quoi. Je veux dire, c'est que des éléments qui se répondent, différents indicateurs on aimerait bien qu'ils pointent tous dans la même direction, mais des fois, il y a des directions opposées. Et c'est pas que juste, il a eu un plus là, un moins là, ça fait neutre au bout. Non, c'est ok, il faut que j'aille creuser un peu plus loin pour, dans ma tête, avoir la vision la plus complète du joueur, quoi. Et ce qui fait que ça met complètement à plat cette idée de, comme je dis, on a les différentes matières et de savoir qui a la meilleure manière dans ces matières différentes. Non, c'est pas des matières, c'est juste des indicateurs assez imprécis pour essayer de deviner la valeur du joueur derrière. Oui, et puis je suis un peu comme toi, le bilan, c'est pas quelque chose d'important, mais en fait, si, c'est juste que, encore une fois, il faut rattacher le bilan avec les capacités de l'équipe également. C'est pas, pour moi, c'est pas un frein absolu de il faut que tu sois tel nombre de victoires pour être MVP. Il faut prendre l'exemple concret de Jokic l'an dernier qui était 5e, 6e ou 7e de conférence, je sais plus. Mais c'est voilà, il est MVP alors que son équipe elle est pas bonne et tout ça. Oui, mais finalement, c'est pas qu'on prend pas en compte le bilan, c'est qu'on le contextualise, on le rattache encore une fois au jeu, à la tactique et à ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et au fait que, oui, mais en fait, est-ce que vraiment cette équipe, qu'est-ce qu'elle pouvait faire de plus que ça, quoi, finalement, cette équipe c'est là-dessus qu'on mesure aussi l'impact, c'est que, ok, elle est 6e, elle est pas première de conférence comme parfois, mais en même temps, sans Jokic à l'époque, elle était pas 6e, elle était 16e de conférence avec 15 équipes, quoi. J'exagère un peu, mais c'est un peu cette idée qu'on rattache aussi cet élément tactique et de jeu, et du coup, autre aspect qu'on avait un peu sur nos listes, l'importance du coup du supporting cast et plus globalement du contexte autour de la star et en tout cas du candidat au MVP. Oui, si on justement veut parler déjà de bilan collectif, j'ai jamais compris de responsabiliser le joueur pour les minutes où il est pas sur le terrain. Oui. Et souvent en plus, ça fait un gros différentiel à la fin entre une équipe qui est bien classée et une équipe qui est beaucoup moins bien classée. Des fois, vous regardez Damian Lillard quand il est sur le terrain, il a généré les équipes quand Damian Lillard était sur le terrain ont généré un différentiel positif de temps. Les équipes quand je sais pas, Devin Booker était sur le terrain ont généré un différentiel de temps. Par contre quand les deux étaient pas sur le terrain, c'était il y en a l'équipe était toujours aussi bonne, ça marchait. Mes exemples là, je les prends un peu au hasard, hein. Je vais pas les vérifier derrière. C'est juste pour la forme. Oui, mais Damian Lillard, quand il est pas sur le terrain, ça s'effondre complètement. Il y a une équipe, ce qui fait que quand ils sont sur le terrain, pour le même minutage, les joueurs vont à peu près générer un plus-minus qui est équivalent. Par contre, quand ils sont pas sur le terrain, c'est complètement différent. Des fois, ça peut vous faire plus d'une dizaine de victoires d'écart sur une saison régulière, quoi. Surtout que je rajoute un point que tu nous as déjà expliqué ici, on sous-estime souvent à quel point c'est énorme le nombre de possessions et de minutes où un joueur n'est pas sur le terrain et ne participe pas à l'équipe. Et même quand il est sur le terrain. Oui. Je veux dire, défensivement, c'est compliqué d'être impliqué sur 100% des possessions, quoi. Alors, vous le serez toujours un petit peu, mais disons, dans une mesure, finalement, des fois, qui est assez faible, quoi. Et du coup, je comprends pas. Parce que c'est ce qu'on fait, quand on prend le bilan collectif, Vous prenez tout. Et du coup, souvent, il y a plus de 50% où c'est assez facile de dire que le joueur n'a eu zéro impact là-dessus. Soit parce que il était pas sur le terrain, et que, en général, ça fait déjà un gros pourcentage, et qu'après, défensivement, il a eu un impact assez mineur, quoi. Donc bon, c'est déjà ça, je comprends pas. Puis après, là aussi, vous allez occulter tout ce qui se passe en termes de front office, la manière dont l'équipe a été construite, est-ce qu'elle est bien optimisée pour vous ou pas. C'est pas pareil d'attaquer
dans une équipe qui est en 5-out avec un spacing parfait, d'une équipe où le spacing est très mauvais et vous êtes en 3-out, vous devriez être en 4, mais en réalité vous êtes en 3-out, c'est déjà pas du tout la même chose derrière en termes de contexte dans lequel évoluer, quoi. Et le coach aussi. Est-ce que le coach magnifie vos qualités? Au contraire, est-ce que vous êtes dans un environnement où vous êtes loin d'être optimisé, quoi? Et enfin, dernier point, je reste persuadé, oui, les stars, si c'est des stars, c'est pas pour rien, et en NBA, elles ont un rôle très important. Je veux pas l'enlever. Mais je pense que la majorité des gens, si on leur demande de placer le curseur entre l'importance de la star dans le bilan, et même plus que le bilan, dans la capacité en playoff à aller loin, il reste du supporting cast, je pense que les gens surévaluent bien trop l'impact de la star par rapport au reste. Et même pas qu'une question de minutage et de présence ou pas, impliquée ou pas sur le terrain, mais vraiment dans tout ce que ça veut dire derrière, quoi. Avoir un bon spacing, avoir des bons second porteurs de balles, avoir une bonne protection d'arceau, avoir une équipe capable de jouer différents schémas défensifs. Tout ce que je viens de vous dire, souvent les MVP, ils ont un rôle qui est finalement assez mineur là-dedans, quoi. Et pourtant, je veux dire, si vous considérez que le MVP, je crois que c'était Ben Taylor qui s'était amusé un petit peu à voir un MVP, vraiment si c'est Michael Jordan, le meilleur joueur de tous les temps, à quel pourcentage il va vous aider à aller gagner le titre. Je crois qu'il était à 30%, et encore, je suis même pas sûr de moi, et peut-être que je surévalue, et on parle du meilleur joueur de tous les temps, quoi. Donc, pour moi, c'est là où, en fait, quand on dit qu'on prend pas le bilan collectif, si, moi, ça m'intéresse vraiment de savoir quand le joueur est sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Parce que si ça marche pas du tout, je vais avoir forcément un regard un peu plus critique que si ça marche très bien. Et bon, je vais essayer quand même d'aller gratter, mais ça va influencer mon choix, forcément. Mais par contre, ne parlez pas de tout le reste, où le joueur n'est pas impliqué, et en plus, où vous n'avez pas du tout contextualisé son impact à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que moi, oui, j'avoue que le bilan collectif, en général, je le jette à la poubelle, et je le regarde quasiment pas, quoi. Oui, non, mais c'est vrai que c'est... Et encore une fois, là, tu as cité plein d'éléments, le supporting cast, le coaching, le front office, etc. On n'est pas capable de mesurer tout ça et de concrètement dire combien chaque élément a tel pourcentage d'influence, etc. Tout ce qu'on peut dire, c'est que au final, quand on rajoute tous ces éléments à l'équation, on peut tirer comme conclusion et on se rend compte factuellement que effectivement, le pourcentage d'influence de la star sur son équipe, il n'est pas de 80%, il n'est pas de 90%. On est sans doute beaucoup plus bas que ce qu'on pourrait penser intuitivement. Et donc, c'est là-dessus que ce jeu de l'individualisation du bilan collectif à justement l'individu, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop réducteur, voire même parfois un peu faux, quoi, carrément. Et que souvent, après, ce qu'on voit aussi ces dernières années, c'est ah oui, mais les coéquipiers All-NBA ou All-Star qu'ils pourraient avoir. Bon, c'est mieux dans la démarche. Mais là-dessus, pour moi aussi, c'est des fois, ok, vous allez avoir 2 joueurs All-NBA à vos côtés, mais vous aurez personne nulle part sur le reste du roster, quoi. Alors qu'il y a d'autres équipes où vous allez avoir au mieux un All-NBA borderline, allez, un All-Star sur les bonnes années et tout, et pas plus, mais pourtant, les joueurs, c'est quasiment justement presque tous des All-Star borderline, et qui, en réalité, vous forment avec en plus une certaine profondeur d'effectif, qui a de la polyvalence, qui magnifie les qualités du joueur, bref, où tout va bien. C'est pas forcément parce que lui n'a pas de All-Star qu'il évolue dans un contexte qui est beaucoup moins de qualité que celui qui sera All-Star All-NBA, sachant que s'il y a déjà des problèmes pour le MVP qui ne reflètent pas forcément ce qui se passe sur le terrain, je parle même pas de ce qui se passe pour les All-NBA et les All-Stars. Il y avait un autre aspect qu'on avait noté aussi. Il y a ce côté leadership dont on parle beaucoup. Moi, c'est vrai que l'aspect leadership ou mental, je me demande parfois à quel point c'est pas un biais visuel, parfois même un biais, le style de jeu ou le leadership, c'est pas un biais visuel, parce que moi, j'ai tendance à pas le considérer en tant que tel. J'ai tendance à me dire, mais en fait, le leadership, il t'aide à marquer des points ou à défendre de ton côté du terrain. Enfin bref, il t'aide à impacter le jeu. Donc, c'est pas que je considère pas le leadership en lui-même en tant qu'élément à part entière, c'est juste que je l'inclus et je le considère, mais c'est juste que je le considère de manière indirecte et à travers l'impact sur le terrain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, quand tu mesures l'impact du joueur
sur le terrain, ça inclut ce fameux leadership, parce que si le leadership est totalement décorrélé du sportif, à quoi bon en fait? Moi, tu vois, des fois en fait je comprends où le côté leadership, ça, je veux dire, c'est finalement, je sais pas à quel point c'est éloigné du fait d'avoir un bon chef, quoi. Il y a des fois, moi, je sais pas, dans mon expérience professionnelle, j'ai eu des bons chefs, même très bons. J'en ai eu des beaucoup moins bons. Et on peut voir que, entre les bons, on retrouve certaines qualités communes que ceux qui sont beaucoup moins bons n'ont pas, quoi. Mais déjà, en fait, c'est mon avis perso à moi, de qui était bon, de qui n'a pas été bon, et c'est peut-être pas quelque chose d'amplement partagé, même si j'ai l'impression que si. Deux, moi j'étais à l'intérieur, quoi. Je veux dire, c'était pas de l'extérieur, oui, il présente bien et tout. Non, je sais au quotidien ce qui en faisait ses qualités, ce qui en faisait ses défauts, et d'essayer de me faire un avis globalement. Franchement, alors je sais que tous ceux qui sont scouts me diront le langage corporel d'un joueur veut dire quand même un certain nombre de choses derrière. Peut-être. Après, faut quand même accepter qu'il y a 90% du temps où vous ne voyez absolument pas ce qui se passe, quoi. Et que potentiellement aujourd'hui, si on voit le nombre de stars qui râlent sur les arbitres plutôt que de revenir en défense, est-ce que c'est forcément un problème de leadership de ces dernières ou pas? Pour moi, en fait, comme toute question psychologique, voire presque psychiatrique, c'est un petit peu compliqué, et pour connaître des gens qui travaillent en psychiatrie, même eux, des moments, on a l'impression qu'ils sont loin d'avoir des certitudes. Mais alors, par contre, pour le leadership d'une équipe en NBA, alors là, il n'y a pas de souci. Là, on sait tout, quoi. Et je sais que cette certitude me gêne énormément sur un truc où on n'a quasiment aucune prise. En plus, il faut accepter que le leadership, ça soit le même tout le temps, alors que je reviens à mon chef, en fait. Un bon chef, ça dépend aussi de qui il a en dessous de lui, et que il y a des qualités communes, mais à des moments, il va falloir des qualités qui sont propres à l'équipe dans laquelle on évolue. Peut-être qu'un style assez autoritaire, ça convient bien dans certaines équipes, mais que dans d'autres équipes, ça le fera pas du tout, ça ira au clash et ça va complètement exploser. Et que par contre, des styles finalement un peu plus passifs, plus par l'exemple, vont beaucoup mieux marcher, quoi. Je veux dire, on prend tous les meilleurs joueurs de l'histoire, peu importe l'emplacement que vous voulez, on a peut-être des traits communs, mais on a aussi des personnalités qui sont quand même assez différentes, et vous allez me dire que non, il y en a qu'une qui marche à chaque fois. Bref, en fait, pour moi, c'est un truc où on n'a aucune prise, on voit pas grand-chose, ou même si on voyait plein de choses, c'est un truc où globalement, c'est compliqué de se faire un avis relativement objectif et précis, qu'en plus, il y a absolument pas de standard qui existe derrière, et que comment vous voulez le pont, c'est là où je reviens à ton point où ouais, mais ça montre, on va dire, sur le terrain. Alors c'est vrai que si on parle du plus-minus, ça va le voir dans le plus-minus, mais encore, si ce leadership agit sur tes coéquipiers, comment tu vas le quantifier derrière? Je sais pas trop, mais en fait, pour moi, c'est vraiment l'argument, tu peux lui faire dire en fait ce que tu as envie. Ouais. Et je prends toujours l'exemple où quand, en 2016, David Blatt se fait virer des Cavaliers sur du passif agressif de LeBron James, toute la NBA entière tombe sur James en disant mais c'est vraiment pas une façon de se comporter pour un leader et tout. Quelques mois après, il gagne le titre. Ah mais quel exemple d'abnégation, de leadership. Non, mais tu peux pas avoir à quelques mois d'opposé une telle différence dans la vision que tu peux avoir du joueur, quoi. Tant doute que LeBron James, d'un point de vue humain, a des qualités, a des défauts. Peut-être qu'en effet, tout au long de l'année, c'est pas une constance, et ce qu'il amène, même si c'était constant, ça serait pas toujours ce qu'il faut à tout moment de l'année. Pour moi, c'est vraiment un argument, les goûts, les couleurs, et qui souvent veut en dire plus sur la personne qui énonce l'argument que sur l'argument en tant que tel. Mais c'est vrai que moi, j'ai surtout, là où je suis pas d'accord, c'est quand on vient le rajouter de surcroît aux performances, en fait. Quand on vient le rajouter aux performances en disant, ok, il est bon à ce point, et en plus, il y a le leadership. Moi, c'est là où je suis pas d'accord. Je dis non, en fait,
le leadership, il est à côté des skills, et c'est ces deux éléments, je caricature, hein, mais c'est ces deux éléments qui font que tu es bon. La conséquence, c'est d'être bon. Et bon, ça remonte à skills et leadership. Je peux faire l'avocat du diable. Vas-y. On te dira, typiquement, l'exemple classique, c'est oui, mais c'est le leadership de Jordan qui a fait Scottie Pippen. Et que c'est une violence au passage, je trouve, que pour l'indépendance des individus, c'est oui, non, tout le mérite revient à un tel. Et on va te dire, en fait, que c'est le leadership, tu le verras plus dans les coéquipiers que sur le joueur en tant que tel, quoi. Ouais, mais c'est long terme, du coup. C'est long terme. C'est un peu long terme, là, dans cet exemple de Michael Jordan et Scottie Pippen, quoi. C'est exactement long terme. Donc c'est pareil, hein, à ce moment-là. Ah oui, mais tu dois compter le leadership que tu as travaillé depuis les 5 dernières années sur la saison là, qui vient d'arriver. Comment tu... Ouais. Bref. Non, mais moi j'ai un peu cette impression qu'on le compte deux fois, quoi. Parce que... Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Et on le compte deux fois, genre il t'aide à être bon, et en plus, à la fin du débat, on dit il a été bon, mais en plus, regardez le leadership, en plus. C'était plus le côté mental que le leadership, du coup. Ouais, ou mental aussi, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, mais comme tu dis aussi, et je cite le terme que tu emploies souvent, non seulement il y a ça, mais en plus, il y a ce côté boîte noire, où en fait, on sait pas trop ce qu'on juge, et on peut pas juger ce leadership, nous, de l'extérieur, donc c'est toujours un peu compliqué d'évoquer cet aspect-là, parce que c'est tellement complexe, et on a tellement peu d'éléments que on parle parfois un peu... Enfin, on sait pas de quoi on parle, quoi, en fait, presque. Et c'est là où on peut en revenir, des fois aussi à l'angle tactique, c'est le leadership, ça va être dans le match 7, cette star qui va prendre tous les tirs, parce que c'est son moment, c'est le moment d'être un leader, c'est elle qui doit... Et il peut se trouver... Je veux dire, non, c'est... À la fin, est-ce que les systèmes de... Est-ce que le jeu appelle à ce qu'ils prennent ces tirs ou pas? Parce que je veux bien savoir qu'un match 7 a ses particularités et tout, mais est-ce que prendre le jeu complètement à son compte a du sens ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça doit dépendre un peu de ce qui se passe sur le terrain, et que je veux bien que à des moments, face à l'événement, certains joueurs aient un peu le bras qui tremble. De l'autre côté aussi, peut-être qu'aller tête baissée sur des prises à deux où même Michael Jordan n'arrivait pas à 40% d'efficacité, d'adresse, pardon. Est-ce que c'est forcément la bonne idée aussi? Je suis pas sûr non plus, quoi. À des moments, c'est le genre de truc qu'on auto-génère et qu'on s'inflige à peine tout seul automatiquement comme un grand. Ah tiens, puisque tu parles du match 7, on peut enchaîner avec ce point-là assez rapidement. Je pense que ça va être très long. Le fait de pas vouloir donner le MVP à Jokic, ou en tout cas le fait de vouloir, dans beaucoup de cas, inclure les playoffs dans le trophée de MVP. Bon, je suppose que t'es pas trop d'accord avec ça. Là aussi, pareil, il faut changer la définition, en fait. Je sais pas si ta question, c'est est-ce que c'est un argument en tant que tel, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de définitions de MVP, mais il y a quand même le côté que c'est sur la saison régulière, quoi. Oui. Donc, soit on change la définition du trophée, et à ce moment-là, ça ouvre un autre débat, et je suis pas sûr que je serais positif, parce que arriver dans les playoffs, c'est déjà très compliqué de comparer rôle, minutes, responsabilité, contexte, tout ça. Si en plus vous arrivez en playoff où tout est tellement spécifique à l'équipe que vous avez en face, que franchement, bon courage pour ajouter ça en plus dans l'équation et avoir quelque chose qui ne vient pas la courte paille, quoi. Mais on va dire c'est pour le peu de définition qu'on a du MVP, ça rentre pas. Et si on voulait l'inclure en changeant la définition du MVP, vous allez vous rajouter plus de complexité qu'autre chose. Et que j'ai l'impression que ça vient plus souvent d'une frustration, où on aimerait encore une fois que le MVP soit le joueur symbole de la saison entière, incluse. Ouais. Et que manque de bol, il l'est pas. Et ça arrive même souvent qu'il le soit pas. Mais que, oui, c'est le sport. On regarde pas le sport pour avoir ce qu'on veut derrière, quoi. Surtout, moi, bon, j'ai évidemment un problème avec le fait de vouloir inclure des playoffs sur un trophée de saison régulière, mais là, comme tu dis, c'est un problème qu'on peut régler très facilement avec une question de définition. Mais après, il y a une autre dérive que moi j'ai un peu notée, en tout cas, un autre élément qui est souvent mis sur le devant et avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est de juger notamment sur le passif en playoff. C'est-à-dire, on va dire tel joueur, donc par exemple Embiid ou Jokic, ne mérite pas le MVP en 2023 parce qu'ils sont jamais allés loin en playoff. Donc c'est-à-dire qu'on vient, non seulement il y a ce côté playoff qui n'a rien à voir avec la saison régulière, donc de base, premier problème, mais
Le deuxième, on vient rajouter ce côté, tu peux pas avoir le trophée à l'année N, parce que à l'année N-1 et N-2 et N-3, t'as pas fait une finale NBA et t'as pas fait un titre. Ça, c'est un peu un non-sens aussi, quoi. C'est bon. C'est l'histoire du défenseur de l'année, ça. Comment ça ? Je trouve que sur le défenseur de l'année, la réputation joue encore un rôle plus important que sur le MVP. Et peut-être défenseur de l'année, il y a aussi les All Defensive Team où souvent, il faut avoir fait 2 ou 3 saisons calibre All Defensive Team pour pouvoir commencer à y prétendre, parce que sinon, ça joue tellement à la réputation que t'as beau avoir été exceptionnel ta première saison, soit t'as coup de bol, t'as été très bien médiatisé, et ça peut marcher, mais sinon, il faut attendre je ne sais combien de temps pour acquérir cette réputation et pour y avoir le droit, quoi. Ouais. Mais oui, en fait, tu vois, je mettrais la nuance que l'exercice est, si on faisait le truc sérieusement, n'est pas complètement débile, parce que les trucs précédents vont vous permettre peut-être de déceler des choses sur le joueur que vous n'aviez pas vu avant, et du coup que ça remet un peu en cause votre joueur, et que quand vous regardez la saison, vous vous dites ah ouais, effectivement, il y a ce point de vue-là où bah oui, il l'a pas, et ça se voit pas trop en saison régulière, mais ça impacte quand même un peu l'équipe, et c'est un argument qu'il faudra peut-être que je retienne, quoi. Encore une fois, hein, c'est juste que ça met en valeur un truc que tu peux voir après sur la saison régulière, quoi. Là-dessus, je trouve que c'est intéressant, mais sinon, encore une fois, c'est hors sujet, quoi. Si on vous demande de faire une disserte sur la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez commencer un peu en prendre la première, mais si vous en faites un élément clé, vous risquez de finir hors sujet sur ce qu'on vous demande, quoi. Oui, ou si tu pars de la préhistoire, t'es encore plus hors sujet. Non, mais il y a un problème de temporalité qui est très simple et très évident, et que pourtant certains s'accrochent un peu là-dessus, ce côté, non, mais il n'a pas été bon en play-off, et donc par exemple Jokic ne peut pas avoir 3 MVP, il a jamais de titre. Ça, encore une fois, c'est un non-sens de définition. Il n'y a pas un billet qui s'appelle comme ça? Peut-être. Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, parce que non seulement dire ça, c'est un non-sens de temporalité, hein, on juge 23 et on juge pas 21, 22 ou 18 ou 19. Il y a un problème de définition play-off et pas saison régulière, ou plutôt saison régulière et pas play-off. Mais on retombe un peu sur ce dont on parlait tout à l'heure, le procès en legacy, le côté faire les choses à l'envers pour le GOAT. C'est-à-dire on peut pas lui donner MVP parce que sinon ça le rapprocherait trop dans le débat du GOAT, donc on fait les choses à l'envers. Plutôt que de juger qui a été le GOAT en fonction de qui a eu le MVP. Bref, on l'a discuté tout à l'heure, mais il y a pareil avec, pas que pour le GOAT, il y a aussi pour les playoffs, hein, et surtout pour les titres. Voilà, j'avais noté, c'est un peu marrant, donc j'ai envie de le dire. Jordan avait 0 titre au moment où il reçoit son 2e MVP. LeBron, 3 MVP avant son premier titre. Will Chamberlain, 2 MVP avant son premier titre. Giannis Antetokounmpo aussi, c'est pareil. Bref. En plus, souvent, ça va de pair, parce que pour le MVP, il faut souvent être extrêmement responsabilisé. Ouais. Je veux dire, forcément, ça augmente votre impact d'être extrêmement responsabilisé. Mais souvent, une surresponsabilisation, c'est un effectif qui, en fait, est pas encore complètement équilibré, et ça va se ressentir au moment des playoffs. Et en général, c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'on retrouve un effectif qui va se densifier, surtout quand le joueur va commencer à atteindre la trentaine, et qu'avant, en fait, l'effectif est pas encore assez bon pour pouvoir aller au bout, ce qui lui a permis d'avoir le MVP au passage, quoi. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais en plus, souvent, je veux dire, il y a une certaine logique à avoir le MVP avant d'espérer, je dis pas gagner le titre, mais avant d'espérer pouvoir aller le gagner. Autre aspect aussi, qui est un peu plus costaud, mais comme on en parle tout le temps sur le Basket Lab, il n'y a pas forcément besoin qu'on y passe une heure, mais la présence des stats et la place des stats qu'on donne dans le trophée, là encore, c'est un peu la conséquence de ce dont on parlait tout à l'heure, la conséquence de cette déconnexion, cette décorrélation entre le vote et l'analyse terrain, la tactique, etc. Et du coup, comme on dit, on a un peu ce côté où les stats, finalement,
comme on se détache, on met une distance avec la tactique, du coup on peut prendre les stats un peu qu'on veut, un peu les stats qui nous arrangent. Et il y a aussi un autre truc bizarre que je sais pas ce que t'en penses, mais il y a toujours un peu ce truc aussi on considère que les stats sont un peu un monde parallèle au terrain et vraiment parallèle où ça se croise jamais. Plutôt que les stats sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire une retranscription de ce qui se passe sur le terrain. Il y a un peu aussi souvent ce procès qui est fait mais non, mais il faut pas aller chercher des stats trop complexes. Pour Jokic, pour Embiid, pour Antetokounmpo, pour n'importe qui. Non, mais il faut arrêter d'aller sur les stats avancées parce que le plus important, ça reste le terrain. Comme si les stats ne reflétaient pas ce qui se passe sur le terrain. Pour moi, ça c'est, je crois qu'on en a déjà parlé ici, mais c'est un peu toute la mauvaise presse générée par les stats all-in-one. Oui. Parce que souvent, en fait, pour les gens, les stats avancées, c'est les stats all-in-one, des trucs hyper compliqués, algorithmiques, on en fait ce qu'on veut. Et que, en fait, une énorme partie des stats avancées, c'est pas les stats all-in-one. En fait, déjà, les stats avancées, bref, il y a plein de problématiques dans la terminologie et tout. En réalité, si vous savez faire une division comme le nombre de trucs par match, vous sauriez faire plein de choses avec les stats all-in-one. C'est pas plus compliqué que ça pour une grande majorité. C'est juste l'unité qui change. Et surtout, en fait, le problème, en plus, si vous connaissez les stats all-in-one, si vous savez comment elles fonctionnent, vous comprenez très rapidement, à quel point elles sont fragiles. Oui. 2, à quel point, en fait, il y a l'idée de départ et elles sont réglées, en fait, suivant ce qu'on estime être bon. Entre guillemets, si vous n'avez pas Jordan ou LeBron en 1 ou en 2 de votre stat all-in-one, vous allez la régler différemment parce que vous considérez qu'il y a un truc qui va pas. Donc pareil, là, il y a une certaine inversion de logique au bout. Bon, le test empirique avec le terrain, mais bref, ça respire pas la solidité conceptuelle absolue. Et le troisième point, même ceux qui font les stats all-in-one vous diront c'est pas fait pour faire des classements, alors que manque de bol. Si souvent on les paye pour faire des stats all-in-one, c'est exactement parce que derrière les gens ont l'idée de faire des classements, parce que ça va faire réagir et tout, c'est super, quoi. Mais qu'en réalité, c'est absolument pas fait pour ça. En réalité, oui. L'idée souvent, c'est de trouver des choses remarquables. Que ça soit un joueur qu'on pensait très bon qui est plus bas, ou un joueur qu'on pense un peu moyen qui est plus haut. Et encore, vous prenez sur le site, je crois, il me semble, si j'ai pas de bêtises, paix à son âme de 538, où régulièrement c'est ah oui, pourquoi tel joueur superforme son stat all-in-one Raptor, et la conclusion c'est en fait sur les échantillons et tout, en fait il est pas aussi bon que ce que dit la stat en tant que tel, quoi. Bon bref, tout ça pour dire, n'utilisez pas les stats all-in-one dans les questions de trophée de MVP. Souvent ça agrège des stats que vous serez à vous-même en tant qu'humain bien plus à même de pondérer avec le contexte que ce que la stat all-in-one est capable de faire. Il n'y a pas encore d'IA derrière très intelligente, non. Vous serez souvent même déçu si vous allez regarder comment c'est fait. Parce que ce que je répète beaucoup, souvent sur le Basket Lab depuis le début quasiment, c'est faut avoir conscience de les stats all-in-one qui sont une formule arbitraire de quelqu'un qui a voulu faire sa formule et son équation, et de l'autre côté, la majorité des stats très utiles et très pertinentes qui sont des mesures de ce qui se passe sur le terrain. Et là-dessus, les all-in-one, on peut les prendre avec les pincettes qu'il faut, avec la marge d'erreur qu'il faut, comme tu dis. Les mesures de ce qui se passe sur le terrain, ça c'est quand même assez factuel, quoi. Ne serait-ce que l'efficacité, ne serait-ce que ce genre de choses, quoi. Moi je sais que j'ai posté le fait que Jokic était plus efficace que Embiid sur des 1 contre 1 poste bas et isolation, et on m'a accusé de subjectivité, mais enfin voilà, les chiffres, c'est des chiffres. On mesure juste ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a rien de plus factuel. Bref, ça, c'est un peu ce côté, le procès de dire que les stats sont un peu un monde parallèle. C'est comme la catégorisation, quoi. C'est ça, voilà. C'est ça, j'allais te lancer là-dessus. Ouais. Non, je veux dire, ça doit former un ensemble d'indicateurs qui vous aident à faire votre jugement derrière, quoi. Ouais. Mais pas plus, quoi. Oui, sachant que les stats ont leurs défauts. Le fameux high test a son défaut aussi. Enfin bref, faut faire un tout comme on dit d'habitude. Mais mais autre paradoxe aussi, c'est que souvent ceux qui parfois discréditent certaines stats sont les premiers aussi à utiliser d'autres stats que moi pour le coup parfois je juge moins pertinentes.
du genre des triples-doubles, du genre des points par match, du genre tel joueur est le premier joueur depuis Alfredo Di Stefano à faire du 38-8, ou des stats comme ça. Et pourtant, c'est souvent les mêmes qui te disent ben non, mais les stats d'efficacité, on s'en fout, quoi. Mais pourtant, de l'autre côté, ils vont te prendre le bilan collectif, ils vont te prendre les points par match, ils vont prendre des stats brutes qui sans doute sont un peu moins pertinentes. Mais bref, et juste dernier point sur les stats aussi, j'ai noté un phénomène que j'ai appelé le phénomène de listing. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un peu ce côté, on ne pondère rien du tout, on fait des tableaux et on regarde qui a le plus de qualité dans le tableau. C'est-à-dire, on fait un tableau genre Embiid versus Jokic versus... Oui, et tu mets en gras du côté qui est vainqueur. Exactement. Dans les joueurs. Et on pondère absolument rien. Et donc parfois, du coup, un tel, il en a plus, alors qu'en fait, quand tu regardes, l'efficacité, c'est pas lui qui l'a, mais par contre, il a le pourcentage de lancers francs, le nombre de rebonds offensifs. Oui, mais il y a aucune pondération. Et ce qui fait que pour moi, ce phénomène de listing est un peu absurde, quoi. Oui, et encore une fois, à un moment, il faut que ça revienne sur le terrain, en fait, quoi. Je veux dire, ok, le joueur, il prend plein de rebonds, oui, mais ok, d'accord, mais il les acquiert comment, ces rebonds? Et je ne demande même pas que ce soit la séparation offensive-défensive, c'est ok, d'accord, mais est-ce que c'est celui qu'on laisse tout le temps dans l'équipe aller jouer le rebond offensif, quitte à sacrifier un peu de repli? Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Est-ce que défensivement, les rebonds sont contestés parce que en fait, ils sont en position de drop, donc il est plutôt tranquille pour prendre ses rebonds, alors que s'il est en edge, c'est un peu plus compliqué de faire les box-up et tout. Bref, en fait, voilà, ce qu'on répète pour la 15e fois, c'est que à un moment ou à un autre, il faut revenir sur le terrain, quoi, et être capable d'expliquer un peu comment le joueur évolue et ses qualités et ses défauts sur le terrain, illustrer avec les stats parce qu'elles sont un très bon indicateur là-dessus, surtout offensivement, mais qu'il faut y revenir, quoi. Oui, et encore une fois, je vais dire exprès pour Jokic aussi également, c'est pareil, on voit des tableaux de Jokic domine 7 all-in-one, 7 all-in-one, 7 all-in-one, 7 all-in-one, et en fait, il y a presque l'impression d'un phénomène d'addition, alors qu'en fait non, c'est juste que toutes elles se regroupent pour dire un même propos, mais avec ce phénomène de listing, on fait genre que il y a tout qui s'additionne aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bon, bref, ça donne un peu une mauvaise impression, quoi. C'est pas parce que tu enchaînes les mauvais arguments que tout d'un coup ils deviennent bons, quoi. Oui. La pondération est fondamentale, évidemment. On peut pas juste lister et dire qu'il y a plus. Ça n'a pas de sens. Un autre point aussi sur la fatigue des votants. Pas forcément beaucoup à dire, si ce n'est que, je voulais quand même le citer, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise conception, j'aimerais bien ton avis aussi, une mauvaise conception sur ce qu'est la fatigue des votants, qui en fait n'est pas du tout quelque chose de conscient, en fait. Je sais que beaucoup de gens se défendent de non, mais je vote pas Jokic parce que c'est pas la fatigue des votants, etc. C'est un phénomène assez inconscient. C'est juste que ça s'opère pas à un niveau, pas au premier degré, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ça touche tout le monde en plus. Moi, je sais que, typiquement, exemple, quand il y a eu le débat la première année du trophée d'MVP de Giannis, il me semble que c'était en 2019. Ouais. Harden, tu veux dire? Pardon. Oui. Non, justement, le débat est entre les deux. Oui, je fais exprès. Et je sais que moi, je m'étais posé la question à un moment en me disant, mais est-ce que, on va dire, le Giannis qu'on voit là, qui est le MVP, est-ce qu'il est si différent que ça de l'année dernière? Et du coup, est-ce que ça veut dire que l'année dernière, moi, je sais que mon point, c'était surtout le système Budenholzer qui avait changé beaucoup de choses, plus que Giannis qui, dans ses qualités et ses défauts. C'est juste une optimisation plus qu'une amélioration du joueur en lui-même, tu veux dire? Oui, exactement. Pour moi, c'est le contexte qu'on lui a offert autour qui était bien meilleur que le joueur en lui-même qui aurait évolué, quoi. Et je sais que je m'étais posé la question, mais est-ce que ça veut dire que l'année d'avant, on avait sous-coté Giannis ou pas? Est-ce que je l'avais mal considéré et tout? Et c'est là où on voit que forcément on répercute par rapport un peu à avant, sans même avoir l'image du joueur sur le niveau où il y a la nouveauté qui va toujours des fois un peu primer. Et en fait, on est toujours obligé de s'interroger et comme tu dis, c'est un biais et les biais sont inconscients et des fois même quand on les interroge, même quand on sait qu'ils sont là, ça n'empêche pas que on se les prend quand même. Je crois qu'il y a ce même sur Internet où on voit quelqu'un qui marche sur le râteau et le râteau est nommé biais, il se le prend directement. Et il y a celui qui fait genre le râteau, il est en train de descendre comme un skateboard sur une rampe d'escalier et qui finit à la fin par se prendre quand même dans la figure, quoi.
bah, c'est exactement ça, quoi. C'est pas parce que ouais, c'est pas parce que vous savez qu'il y avait un biais que ah oui, vous allez argumenter contre ce biais, mais non, ça marche pas comme ça. Les biais, bah, ils sont difficiles à quantifier, à analyser, et des fois même en les interrogeant, ça vous empêche pas de vous les prendre en figure non plus, quoi. Après, je dis ça, mais pour certains, ça opère de manière consciente. Il y a des fois, j'arrive pas à le donner à Jokic une troisième fois parce qu'il a déjà eu 2 de suite, quoi. J'arrive pas à le donner à 3 fois de suite, quoi. ça arrive aussi de manière consciente. Mais bon, je ne suis pas d'accord non plus. Mais non, mais ce qui est marrant aussi, je voulais aussi en parler rapidement, mais il y a des modèles qui existent et qui font fi de ce qu'on appelle la fatigue des votants, c'est les fameux MVP trackers. On en avait déjà parlé ici. On avait reçu Paul qui avait construit un MVP tracker. Qu'est-ce que c'est un modèle de prédiction du MVP? Le MVP Predictor, celui de Paul, pardon, c'est en gros, on analyse non pas le mérite sportif, on analyse les schémas des votants. Et donc, comment est-ce que historiquement les votants ont voté, ont désigné le MVP? Et donc, ça analyse tel joueur a été le MVP, quels étaient ses arguments en termes de points par match, quels étaient en termes de bilan, etc. Enfin, ça analyse qu'est-ce qui était grosso modo mis en avant et ça retranscrit, ça nous donne qui devrait être élu MVP. Et là, c'est vrai que c'est toujours des modèles intéressants parce que du coup, oui, ça ne prend pas du tout en compte la fatigue des votants. Ce qui est génial, c'est que derrière l'argument, ouais, mais regardez, tout ce qu'il avait prédit les dernières années, ça s'est vraiment passé, la précision est quand même impressionnante. Oui. C'est les données d'entrée. Tu t'attends à quoi? Oui, tout à fait, il y a cet aspect-là. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ces modèles-là ne prennent pas en compte la fatigue des votants. Et parfois, on peut avoir des résultats assez surprenants. Je vous laisserai aller voir. Mais, mais bref, je crois que notamment, le modèle de Paul, il donnait le MVP à Nash en 2007. Je pense que voilà, ça te plaira. Mais tant qu'il le donne en 2005, ça me va. Oui, effectivement. Qu'est-ce que j'avais aussi? Oui, alors on a aussi un dernier point, un phénomène ultra chanceux. Je ne sais pas ce que tu en penses. On a un phénomène ultra chanceux, c'est que si tu interroges des fans de chaque équipe, notamment des fans des Sixers, une majorité des fans des Sixers pensent que c'est Embiid qui mérite le MVP. Une majorité des fans des Nuggets pensent que c'est Jokic qui mérite le MVP. Je veux dire, si vraiment il n'existait pas du tout de biais et de subjectivité dans cette question, quelle est la probabilité que depuis plus de 50 ans, à chaque fois, les fans de chaque équipe, juste pour une répartition hasardeuse, totalement hasardeuse, probabiliste, quelle est la probabilité que les fans de chaque franchise aient une préférence totalement objective pour le joueur qui joue chez eux? C'est quand même bien fichu, non, Antoine? Oui, et en fait, en disant ça, il n'y a même pas besoin de dire que les gens sont de mauvaise foi. Je veux dire, bien sûr. Les joueurs que vous allez voir le plus souvent, déjà, va y avoir un attachement inconscient qui va commencer à se lisser. Et 2, vous allez être plus à même de remarquer les subtilités des joueurs. Et si le joueur est vraiment très bon MVP, c'est plutôt les subtilités, les nuances qui vont dans le bon sens, quoi. Là où, sur un joueur que vous allez moins voir, ça va être un peu plus compliqué d'avoir, on va dire, ce même nuancier. Et voilà, c'est juste pour dire que oui, vous allez... si on vient de faire la blague sur Nash, c'est parce que voilà, moi j'étais sur cette époque-là complètement fan des Suns du run and gun. Et ce qui fait que oui, moi j'estime quand je dis moi j'estime qu'il aurait dû être MVP, qu'il était MVP en 2005 et 2006, je réitère que je fais plus du tout confiance à mes avis d'avant 2010. Et voilà. Mais du coup, c'est d'autant plus se méfier de ces avis-là parce que j'étais fan de l'équipe et du joueur, quoi. Et ça veut pas dire qu'à la fin j'aurai quand même la bonne décision à prendre parce que un biais sera là. Après, ça veut pas forcément dire que mes arguments sont faux parce que tout d'un coup je serais biaisé là-dessus, quoi. C'est là un moment il faut revenir un peu aux arguments et voir si dans le temps ils se tiennent ou pas. Oui, c'est ça. Parce que si vous changez toutes les années parce que c'est tout qui vous arrange, vous avez peut-être un biais, en effet, oui. Non, mais c'est exactement ça là où je voulais en venir, c'est que évidemment qu'on a des biais de subjectivité, mais c'est surtout pour ça qu'on a besoin de se rattacher à ce que moi j'appelle le réel et le concret, c'est-à-dire débattre de fond et débattre de concrètement ce qui se passe sur le terrain, donc la tactique, l'analyse du jeu, etc. Parce que c'est vrai que sinon, en fait, en plus on a aussi un échantillon qui est maintenant très très large en termes de trophées de MVP, où forcément,
ton candidat de ton équipe va pouvoir avoir des exemples dans l'histoire qui correspondent à ce profil. Tu peux avoir le fameux meilleur joueur de la meilleure équipe de NBA, si t'es fan des Bucks. Tu peux avoir le coup du meilleur marqueur de NBA avec le plus gros volume si t'es fan de Embiid. Tu peux avoir pour Jokic le coup de l'efficacité, ou alors pour Jokic l'an dernier tu pouvais avoir mais regardez, Westbrook aussi à son époque il avait été élu MVP en étant 6ème de conférence d'une équipe qui était pas top, mais c'est lui qui élevait le niveau. Enfin bref, tout ça pour dire que on a plein de subjectivité, c'est normal. C'est pour ça que c'est important qu'on débatte de choses concrètes sur lesquelles on est à peu près tous, de choses plutôt objectives, j'ai envie de dire, le terrain, même si on peut avoir des désaccords sur le terrain, mais au moins on parle de la même chose. Et surtout que, comme je dis, on a un passif maintenant sur le MVP qui est tellement grand que si on décontextualise un peu tout et qu'on met juste en avant les qualités de son joueur, déjà ce sont des joueurs extraordinaires, tous les candidats MVP, donc forcément il y aura des bons arguments, mais en plus on arrive toujours à trouver un bon modèle d'ancien MVP qui correspond à ça. Donc voilà, on risque de tourner en rond si juste on fait ça, quoi. Je sais pas si j'ai été clair, j'espère que oui quand même. Si, non, mais oui.